Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo particulière, on va parler de la FFTM. Qu'est-ce que c'est? Fédération française de la Terre du Milieu. Et j'ai avec moi Chaka, qui est le président du coup, et qui va se présenter en quelques mots. Bah déjà, merci à toi hein, Ouais. de pouvoir être là, c'est cool. Bonjour Euh, à tous, en tout cas. ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots ton parcours dans justement l'univers du Seigneur des Anneaux et même plus généralement en fait ta passion du hobby Ouais. qui peut être Middle Earth mais aussi d'autres jeux, hein, c'est pas exclusivement que Middle Earth, même si ça sera Ouais. une vidéo plus portée là-dessus. Ouais, ouais. Bah alors, non, ça va être rapide. Moi, je suis exclusivement Middle Earth. Il y a bien Star Wars Légion qui me fait un petit peu d'œil, mais bon, concrètement, mon porte-monnaie pour l'instant me dit non, non, surtout pas. Donc, pour l'instant, c'est que Middle Earth. Bah, me présenter en quelques mots, j'ai commencé comme pas mal de monde, je pense, moi, avec les éditions Atlas dans les années 2000, là, les petits fascicules où l'époque bénie où 12 gobelins coûtaient 50 centimes. Donc ça, c'était beau. Voilà, donc j'ai pas mal collectionné à ce moment-là. À cette époque-là, je connaissais pas spécialement de gens. Toute la communauté sait que je suis ce qu'on appelle un campagnard, pour pas être vulgaire. Et du coup, voilà, j'ai un peu collectionné au début comme ça. J'étais plutôt un joueur fluff, hein. Notre objectif à l'époque, c'était de mettre 200 figurines sur une table et puis de jouer pendant 3 jours. Il n'y Ouais, avait pas spécialement... c'était comme ça pour pas mal de monde je crois à l'époque, donc tout le monde était fan justement de l'univers et Des parties de 3 jours quand on a 16 ans, ça paraît un super programme. ouais. Et puis du coup, bah, j'ai fait une grosse pause d'une dizaine d'années, bon, après quand je suis devenu étudiant, hein, donc voilà, j'ai repris un peu avant le Covid. Puis là, du coup, je me suis un peu plus orienté vers la compétition après le Covid, parce que pendant le Covid, j'ai pas mal joué avec deux, trois très bons joueurs qui étaient un peu en équipe de France WTC sur Lyon à l'époque. Mhm. Euh, Dans le Middle Earth tu parles là? ouais, tout à fait, dans le D'accord, Middle ok. Earth, ouais, donc avec Coco, Coco qui est connu, un Coco Painting Mhm. Stuff, et puis Alex Faure. Et puis bah après, ça m'a emmené de plus en plus loin dans la communauté. Donc bah, j'ai organisé le tournoi de Hans, qui est assez connu, Sons of Middle Earth, Mhm. là, qui va repartir pour sa deuxième édition dans un mois. Et puis de fil en aiguille, entre les parties compétitives, la scène compétitive, les WTC, le tournoi, bah du coup on a créé une fédé. Et puis aujourd'hui j'en suis le président aux côtés d'une super équipe. Voilà, et puis le parcours dans l'univers Tolkien, il est classique aussi, hein. J'ai découvert avec les films. Des films, j'ai lu les bouquins. Et puis de là, j'ai développé une petite collectionnite aiguë sur les figurines Game Workshop. C'est ça, je crois que c'est la collectionnite, elle est pour tout le monde a envie d'avoir toutes les filles de toute façon du jeu, donc là-dessus. Et même, bah, en fait, tu parlais aussi du tournoi de Hans, t'avais fait quand même 100, je crois que t'avais monté à 20 participants de plus, c'était 80 à la base et 100 pour la première édition. Et là, tu refais la même chose, fais un peu de la promo tant qu'on y est Ouais, ouais, bah pour le le tournoi. tournoi, ouais, sans souci. Le tournoi, il va avoir lieu du 27 au 28 mai, si je dis pas de bêtises, avec Mhm. le 29 mai, qui est un lundi de Pentecôte, qui est férié. Donc, ce qui permettra aussi aux gens d'anticiper le week-end sereinement. D'anticiper, c'est bien ça, Et ouais. ouais, ouais, c'est ça. Bah, la première année, j'avais fini à 84 participants. J'en voulais 60. J'étais monté à 80, puis 84 pour les retardataires. Hmm. Et là, cette année, je vais essayer de camper à 100. Bon, ce sera ferme, je pense, parce qu'après, on va perdre en confort sinon pour tout le monde. Mais bon, ça se remplit déjà très vite. Il reste déjà plus qu'une vingtaine de places disponibles. Donc voilà, même programme que l'an dernier, un tournoi sur 2 jours avec 6 parties, 3 parties, 3 parties sur le samedi dimanche, et puis c'est surtout les à côté qui sont sympas, quoi. Un repas campagnard le soir avec cochon à la C'est broche, et puis ça, ouais. un hébergement pour tout le monde sur le site, ce qui permet aussi... L'objectif à la base du tournoi, c'était d'être aussi un moment où les gens se rencontrent, parce que finalement les tournois, bah, quand on vient de loin, c'est très speed, on essaye d'arriver pour le début. Quand c'est fini, on a tous un train ou 5 heures de route qui nous attendent. Donc là, l'idée, c'était aussi que les gens aient le temps de se poser et puis de se parler en dehors des Hmm. parties un peu plus, quoi. Ah bah de toute façon, j'étais dans le même esprit quand j'ai créé aussi le tournoi de Gauvin, hein. C'était que les Ouais, joueurs puissent se rencontrer parce que bah, j'étais là. Pareil, même idée, c'était vraiment la rencontre des joueurs, des passionnés, et puis bah, après du jeu hein, en tant que tel, et Ah, puis c'est l'univers, hein. c'est clairement Goven qui m'a inspiré, hein, parce que moi, bah, du coup, Mm. j'ai commencé le compétitif à Goven. Bon, je me pointais sans forcément cet objectif, mais Ouais, ouais. ça s'était bien passé la première année pour moi. Et puis derrière, ouais, j'avais trouvé l'ambiance super. Il manquait juste ce petit truc. C'est vrai que le soir, bah, on était tous un petit peu. Bon, on s'était Ouais. retrouvés Mm. sur Rennes
avec pas mal de monde, mais bon, Ouais. malgré tout, les gens ont un petit peu tous leur logement. C'est un peu la contrainte qu'on a sur toi. On dérive du sujet déjà de base, mais on fait une petite aparté dès le début. C'est vrai que nous, C'est ça. la petite contrainte qu'on avait sur le tournoi qu'on organise à Gauvin, en fait, c'est qu'en fait, nous, comme on est brestois, on n'est pas de la ville de Rennes, parce que c'est Ah ouais. Rennes. Donc, en fait, pour trouver les logements et tout, ou même organiser un truc plus festif comme à Anse, toi, à Anse, t'es directement là-bas. Donc, tu connais Ouais, déjà tout le milieu, t'avais la salle, t'avais l'hébergement, donc c'est vrai que c'est plus facile à organiser. ouais, Mais c'est pareil, super. hein, c'est toujours pareil, faut trouver, bien organiser le truc. Mais c'est chouette d'organiser des choses comme ça. Ouais, Alors, bah, pour moi, c'est un peu les gros temps forts. Enfin, pour moi, il y a trois gros temps forts annuels entre Ans, Goven, les French War Game Day aussi qui hmm, attirent pas mal de monde. c'est Puis ça. d'autres événements aussi très sympas, hein, l'ORM notamment. Voilà, c'est vrai que ça fait partie des événements du calendrier que je pense pour pas mal de joueurs, quoi. Hmm, ok. Bon, petit aparté de début, mais ça va nous servir aussi pour la suite hein, de ce qu'on va présenter là. Alors, aujourd'hui, donc bah, déjà merci de t'être présenté. Et aujourd'hui, bah ouais, c'est pour présenter du coup la création de la FFTM. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le site que vous voyez apparaître à l'écran, qui est juste là. Site qui a été mis en place début janvier 2023 de cette année, je crois, Ouais, c'est ça, qui ouais, a à peu été près, lancé. ouais. Et alors, qu'est-ce que la FFTM? Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi ça a été créé? Enfin, voilà. Euh, Ouais, bien sûr. Une Ah présentation de la bah, création. ouais, la FFTM, bah, du coup, c'est une fédération, tout simplement, pour fédérer le jeu, comme son nom l'indique, bah, qui s'est inspiré de ce qui existait déjà sur deux autres jeux, hein. Il y a une fédération Warhammer, AOS, il y a une fédération 40K. Voilà. On l'a créé un petit peu plus large, c'est-à-dire que bon, pour AOS, je suis pas sûr, mais pour 40K, le rôle principal de la Fédé, c'est surtout de gérer le système de qualification des équipes de France pour le WTC. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, WTC, c'est l'appellation des championnats du monde, un petit peu des différents jeux de figurines. Hmm. Et WTC, c'est les World Tournament Championship. oui, heureusement que tu Et, l'as dit, ça m'a et, évité de et, sortir en et anglais. ETC, c'est le. En fait, il y a juste le E et le W. Le W, c'est pour C'est World, ça. donc international. Et le E, c'est pour European Tournament Tout à Championship, quoi. Tout à fait. Alors, mes connaissances sont peut-être un peu lacunaires côté 40K, mais en fait, côté Seigneur des Anneaux, jusqu'à l'année dernière, on appelait ça un ETC, Mhm. parce qu'il y avait principalement que des pays européens, à une ou deux exceptions près. Et puis, depuis cette année, on l'a appelé WTC, parce que l'organisateur souhaite s'étendre et s'ouvrir un petit peu au monde, on va dire. Ouais, bah, c'est bien. Voilà. Et du coup, bah, on a créé nous la Fédé pour structurer un peu ça, parce que bah, du coup, le TC Seigneur des Anneaux, du coup, était organisé. On était un petit jeu, on va dire, un jeu de niche, donc qualifier les équipes de France, donc les meilleurs joueurs, ça se faisait de manière un peu facile, facile entre guillemets, mais c'était organisé sur tous les tournois de l'année. Bon, il y avait une vingtaine de prétendants maximum, je dirais, donc c'était assez facile de les départager. Et puis avec le Covid, la plupart des wargames ont un peu pris en volume. Il y a eu de plus en plus de joueurs, aussi donc plus de monde sur le circuit de compétition. Et puis tout reposait un petit peu bah, sur les épaules de Gorbag, que je pense tout le monde connaît, qui a mené ça très bien hein, Hmm. pendant pas mal de temps. Mais l'idée, ça a été du coup bah, de structurer ça voilà, d'avoir une structure un peu plus étoffée. Et pas seulement, on s'est aussi donné pour mission de développer le hobby, parce que c'est aussi un petit jeu. On sait que Game Workshop a envisagé déjà d'arrêter le jeu après le Hobbit. Et bon, ils ont changé d'avis, tant mieux, mais le but c'est aussi de favoriser un peu la vie du jeu en France pour que le jeu reste vivant et que du coup Game Workshop ne décide pas trop rapidement de le réarrêter un jour, hein. Voilà, Ouais, voilà. Donc, après, au niveau des grandes étapes, bah, de toute façon, le terreau avait été posé par Gorbag et puis quelques autres Parisiens qui ont hmm. été un petit peu les irréductibles Ouais, du jeu. Barbecue aussi qui était là, Voilà, présent très souvent. Ouais. Gorba qui voilà. a sa chaîne YouTube Hmm, avec tout à fait. justement Barbecue, Ben Drum aussi Ben Drums Ouais, qui est tout là-bas. à fait. Ouais, ouais, ouais. Et sa chaîne c'est Middle Earth Stratégie. Middle Earth France, hein, je crois. Ouais, Middle Earth France, Middle, c'est ça. voilà, c'est ça, MSBG France avec du super contenu, hein. C'est eux qui ont fait vivre le jeu pendant pas mal d'années. Ouais, parce qu'il a Euh, continué, même quand bah, il y avait la version Hobbit, ils continuaient à jouer justement là-dessus, ils étaient vraiment fans du compétitif, eux. Et bah, sa chaîne est axée aussi sur l'apprentissage des règles, mais aussi il aime bien mettre maintenant des parties un peu plus compètes, et puis étudier aussi les listes d'armées sur les ouais, tournois. ouais, Ça, il aime bien là-dessus. ouais, mais c'est une super chaîne, faut vraiment l'avoir dans ses favoris.
Et puis, bon, on va dire que déjà lui-même portait un petit peu les bases de ce projet, mais à une époque où il n'avait pas forcément besoin, hein, quand il y a 20 joueurs, enfin, quand il y avait principalement une vingtaine de joueurs en Île-de-France, il n'y avait pas forcément besoin d'une fédération. Mm. Et puis du coup, avec l'augmentation du nombre de joueurs, bah, il y a d'autres personnes qui se sont greffées. Amandil qui a prolongé le travail de Gorbag parce que Gorbag avait traduit les règles et Amandil s'est attelé à faire un travail de traduction de tous les profils avec une équipe. Ouais. Et ensuite, l'idée de fédération a été impulsée par Dark Mikel, que des gens qui ont aussi leur chaîne d'ailleurs au Mhm. passage, hein, les uns et les autres. Ouais, Et alors Amandine, bon, c'est Amandine et Raymond, sa chaîne YouTube. Et Dark Michael, c'est Middle Earth Tactic, non? Comment il ouais, l'a c'est appelé? ça, je crois, ouais. MESBG Tactics, je Ouais, crois. MESBG Tactic, ouais, ça doit être ça. Voilà, voilà, donc à chaque fois des super créateurs de contenu. Et du coup, bah, c'est un petit peu tout ce petit monde qui s'est regroupé puis qui a lancé la Fédé. L'idée de Fédé, elle date, hein, je pense, de 2020-2021. Mhm. Après, on s'est un peu organisé, mais pas officiellement. Et la fédération, on l'a créée en septembre de l'année dernière, donc septembre 2022. Voilà. Au tournoi de Goven, d'ailleurs, hein, on en parlait, mais c'est Oui. c'est à Goven qu'on a fini de poser les bases. Et ensuite, la création officielle, ça a été en septembre, le mois qui a suivi. Et voilà, c'est comme ça que le projet s'est lancé un petit peu, hein. Bien. Et Euh, puis bah, pour les objectifs, pour conclure, hein, c'est ce qu'on a dit. Pour moi, il y a un objectif qui est de structurer la communauté française, à la fois avec de la communication, organiser aussi les événements, c'est-à-dire qu'avant, chaque organisateur était un peu indépendant, ce qui fait que des fois, bah, on pouvait avoir des événements qui se montaient dessus les uns avec les autres. Donc là, l'idée, c'est qu'on chapeaute un petit peu le tout, qu'on fait en sorte que tous les tournois soient toujours aussi un petit peu accessibles. On organise toute la partie compétitive avec l'étranger aussi. Et accessoirement, derrière, bah, on cherche la promotion du jeu, ouais. ok. Donc, pourquoi avoir créé la FFTM? C'est dans le but que tu dis justement de promouvoir le jeu et d'aider justement aussi, on peut parler peut-être des débutants qui ne connaîtraient pas justement le jeu, comment les initier et tout ça. Ça, ils peuvent trouver justement les informations sur le site qui est actuellement Ouais, ouais. à l'image. Globalement, c'est dispersé dans les pages, mais il y a une page pour trouver des joueurs qui va aussi conduire les gens vers Vassal, où il y a un gros groupe qui fait un gros travail. Alors, c'est pas la FFTM directement, comme beaucoup de projets, hein, d'ailleurs, les traductions non plus. Mais souvent, on se rend compte que les gros projets bah, ont été portés par des personnes qui sont membres de la FFTM, en fait. Donc voilà, il y a l'approche Vassal, il y a le Discord qui est entretenu par Gorbag, par Amandil. Donc voilà, le but, c'est effectivement la promotion. Et puis. Au niveau de l'accueil des nouveaux joueurs, bah, ça se fait assez naturellement, soit par le biais de Vassal, soit par le biais des tournois Mhm. aussi. Quand on voit des nouvelles têtes, on essaye un peu de les accompagner, oui. Ok, alors je précise parce que tout le monde ne connaît pas forcément Vassal. Vassal, Mhm. c'est pour jouer en fait dans une application 2D où où ont été recréés en fait les différents icônes des figurines pour pouvoir jouer comme si on était en réel, mais c'est du 2D quoi, c'est pas du vrai. Pour ceux qui connaissent un similaire, c'est TTS, donc Tabletop Simulator sur Steam, qui là par contre c'est de la 3D ou de la simulation 3D en fait, on peut en jouer. Sauf que du coup Vassal, ouais, il y a le Discord, du coup les aventures légendaires où plusieurs joueurs se mettent dessus pour jouer et puis bah alors qu'ils aiment bien un peu de narratif, mais ils sont vachement sur la compétition, à tester aussi des listes d'armées, ce qui est normal hein, pour les compétiteurs dans l'âme, pour certains. Mais Euh, c'est une super solution pour les débutants parce que ça permet de tester des figurines aussi avant c'est de les ça. acheter parce que c'est un budget, mine de Mm. rien. Et aussi pour tous les joueurs isolés, hein. S'il n'y a pas de joueurs autour de soi, bah, pour pas perdre la passion du jeu, ça permet d'avoir toujours des gens pour faire une partie avec soi. C'est ça, ça c'était aussi un des gros points noirs en général de la communauté, c'est qu'en fait on savait pas s'il y avait des joueurs près de chez nous et on ne savait pas si on pouvait y jouer. Donc on avait beau avoir des figurines, bah, quand tu allais chez ton Game Workshop ou ton revendeur ou ton magasin à côté de chez toi, bah, qu'est-ce qu'ils vendaient? C'était du Warhammer. Bah ouais, mais t'as envie de. Quand tu aimes le Seigneur des Anneaux, t'as envie de jouer Seigneur des Anneaux, t'as pas envie de jouer forcément à un autre jeu. Et c'est vrai que ça C'est c'est ça. un. Et bah ouais, il y a plusieurs applications, dont Vassal, qui permet justement, bah, si tu n'as pas de joueur à côté de chez toi, de pouvoir jouer. Alors c'est effectivement du dématérialisé, hein, c'est une application comme un jeu vidéo au final. Mais ça permet effectivement de jouer pour plein de choses, soit pour des débutants, soit pour jouer parce que t'as pas de joueur, soit pour tester des listes d'armées. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire là-dessus. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, est-ce que tu peux nous parler aussi des membres qui composent justement cette fédération? Ouais. Alors, Alors, il y a peut-être une page que je peux afficher, parce que là je il suis y a, sur le il y a une site. page, ouais, alors il y a encore, il y a une page avec une infographie, Ah je si, pense. c'est Voilà. bon, je l'ai. Vos serviteurs, Mais, je suis dessus. je vais faire simple parce que de toute façon, mon intention, alors on a été 10 membres fondateurs.
Voilà, tous les noms qu'on a déjà cités, plus pas mal de joueurs un peu aguerris, hein. Bon, j'espère ne pas en oublier, mais il y avait d'IQ. Ouais, il y a donc Joseph, toi, Chaka, président du coup Fait. de Voilà. la FFTM. Armando, qui aka Armando, il n'a pas changé parce que je crois que c'est son nom de famille. Il Ouais, tout à est. fait, ouais. Alors je vais pas dire, mais oui. C'est Prénom, je crois. d'origine espagnole, j'espère pas me tromper. Portugais, Portugaise, plutôt. bon, j'avais une chance sur deux, je sais plus si c'était ça. Trésorier du coup de la FFTM, il y a Quentin, donc aka Barbecue, qui est assez connu aussi. Ouais, Secrétaire avec son statut secrétaire. Pierre-Augustin, aka Gorba, qu'on disait justement à côté, qui a créé sa chaîne YouTube justement pour promouvoir aussi le jeu, hein, tout simplement. Donc lui, c'est un des membres fondateurs aussi ouais. là-dessus. Il y a donc Pierre Amandil, sûrement un des plus connus justement là-dessus sur la scène compétitive. Mathieu, où on parlait aussi tout à l'heure de Dark Michael. Ouais, tout à fait. Gabriel, donc aka d'IQ, statut administrateur. Il y a Romain, aka Romano, statut administrateur aussi. Azrou, qui est aussi administrateur. Et Corentin, aka Coco Painting Stuff, quand il y a son nom complet. Ou Ouais. c'est aussi Corentin of the White Tower, je crois. Il a deux C'est ça, pseudonymes. ouais, là, Ouais, c'est les deux. Alors maintenant, il officie plutôt sous le premier nom, ouais c'est le euh, premier. parce que c'est aussi le nom de sa boutique de peinture. Ouais, sa boutique de peinture. Donc voilà, ça, on va dire, c'est les 10 membres fondateurs, mais bon, pour être honnête, on s'est déjà beaucoup présenté lors des tournois et compagnie. Donc moi, ce que j'aimerais plutôt rappeler ce soir, bah, c'est que la FFTM, c'est une association, et qu'une association, bah, il y a un conseil d'administration, les 10 personnes que tu viens de présenter, Mhm. mais en fait, la FFTM, bah, c'est tous les membres qui la composent, c'est-à-dire que du moment qu'on est adhérent à la FFTM, on compose la fédération à part entière. Et j'insiste là-dessus pour deux raisons. Bah, la première raison, c'est que les 10 membres fondateurs, on va pas tous rester administrateurs. C'est-à-dire que d'ici au tournoi de Hans dont on parlait justement, on va faire l'assemblée générale où on va renouveler le conseil d'administration par un vote des adhérents. Donc toutes les personnes qui ont adhéré à la FFTM vont pouvoir voter et renouveler le conseil d'administration. Voilà, donc le conseil d'administration, c'est pas quelque chose de fixe, hein. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui en sont partis. Par exemple, Gorbag, il a quitté ses fonctions pour se reconcentrer sur sa chaîne. Il y a d'autres membres qui ont évoqué le fait que finalement, ils se sentiraient plus utiles ailleurs. Et le message qu'on veut aussi faire passer, c'est surtout celui-là, c'est qu'en fait, en étant adhérent à la FFTM, on fait partie de la fédération et qu'on n'a pas besoin d'être administrateur pour aider. C'est-à-dire que il y a tout un tas de membres qui n'apparaîtront pas sur le site mais qui en fait sont tout aussi importants, voire même plus importants que des administrateurs, hein. Donc voilà, je pense aux personnes qui œuvrent dans les équipes de traduction, je pense aux arbitres aussi qui se déplacent dans les tournois, et puis plein de membres qui se sont illustrés avec ce qu'ils ont fait, hein. On pourrait parler de Davax avec son modélisateur Mm. d'armée qui a beaucoup boosté la communauté. Et puis la liste pourrait être très longue. Donc voilà, en fait, la FFTM, oui, c'est au début, le temps de la création, c'est une dizaine de personnes. Mais aujourd'hui, bah, du coup, c'est 80 adhérents, je crois. On espère que ça continuera à grossir et chaque adhérent, en fait, fait partie de la fédération et concourt à sa façon au développement du jeu et de la communauté. Ok. C'était la minute très politicienne, mais pour le coup, on y croit et c'est important de le rappeler, surtout que l'Assemblée générale approche. Donc voilà, c'est important que tout le monde sache aussi que, bah, en fait, c'est pas juste un groupe de personnes, quoi. Mhm. Non, mais c'est important de dire, de parler de ça justement. Et tu parles justement, on est 80. Est-ce que ça sera. Il y a une liste justement du nombre de personnes ou comme tu parlais aussi des à côté de ceux qui font les traductions, est-ce que voilà, certains qui aimeraient par exemple les contacter ou intégrer aussi, pourquoi pas, les systèmes de traduction, est-ce qu'il y aura une mise en place d'une page ou sur un Discord, pourquoi pas, pour pouvoir les contacter? On fonctionne beaucoup sur le Discord, en fait, principalement, et puis après, on reste une petite communauté, donc en fait, on se connaît aussi mutuellement. Mais en gros, on a le Discord et notre page Facebook qui nous servent de biais de communication. Et ensuite, chaque fois que la FFTM a des besoins, mais ça on en parlera un peu après si je me rappelle bien dans tes questions, bah en fait, nous, soit on va solliciter des personnes précises parce qu'on sait qu'elles sont compétentes là-dedans. Donc bah, typiquement, quand le projet de Davax il a pris de l'ampleur, on s'est mis à beaucoup travailler avec lui pour la gestion des tournois et autres parce que ça nous semblait pertinent. Ou alors, des fois, on fait des appels à projets, hein, donc ça nous est déjà arrivé pour, notamment pour de l'infographisme, là où on avait trop de travail, de faire des appels publics sur... Pour l'instant, on n'est passé que par le Discord, mais peut-être qu'un jour, on sera amené à passer à faire des appels publics plus larges aussi par notre page Facebook. Hmm.
Très bien. Comment les joueurs peuvent trouver les informations sur la FFTM par rapport justement aux inscriptions ou comment justement est-ce qu'ils peuvent adhérer à la FFTM? Ouais. Du coup, bah, pour les informations, il y a trois biais principaux, hein. C'est le site, donc tu l'as affiché, je vais pas plus le présenter. Il a toutes les informations, on va dire, qu'un joueur pourra avoir besoin basiquement, ou pour nous contacter, ou pour se renseigner. Le Discord dont on a parlé. Et sinon, bah, je vais remettre une petite couche sur ce temps fort que sera l'Assemblée Générale. C'est-à-dire que pour vraiment mieux connaître la vie associative, à l'Assemblée Générale, on fera ça le samedi soir au tournoi de Hans en même temps que le repas festif pour pas que ce soit trop rébarbatif. Parce que les gens qui connaissent un peu le monde associatif savent qu'une assemblée générale, c'est pas toujours le meilleur film d'action qui soit. Mais c'est lors de l'assemblée générale, bah mine de rien aussi, qu'on va présenter le projet, c'est-à-dire c'est quoi les grands axes de la fédération pour la prochaine année, et où on va aussi présenter le budget, à savoir bah, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, récupéré par les adhésions et les tournois, c'est quoi les projets qu'on va porter, etc. Donc l'assemblée générale et le compte-rendu qui en sera produit, hein, parce qu'évidemment tout le monde ne pourra pas être à Anse, mais il y aura un compte-rendu qui sera produit, et donc c'est aussi un bon biais de mesurer pour mesurer un petit peu ce que la Fédé fait, quoi. Ok. Voilà, voilà. Pour l'adhésion, ça se passe par le site internet. Pareil pour l'adhésion, faut pas oublier qu'adhérer à une association, c'est surtout adhérer à ses valeurs d'abord. C'est pas juste payer une cotisation. Donc en fait, bah, tous les joueurs qui se retrouvent un peu dans les valeurs qu'on porte, qui sont le fair play, la sportivité, simplement le fait de passer du temps agréable entre passionnés. Donc voilà, développer vraiment le hobby, bah, déjà en étant adhérent à ça, on est un petit peu adhérent à la FFTM. Et ensuite, pour permettre à l'association de vivre, bah, comme toute association, il y a une adhésion du coup qui est de 12 euros pour cette année. Et ça se passe tout par le biais du site internet, hein. C'est un petit PayPal à faire. Et puis, zouf, vous êtes inscrit dans le registre des adhérents et vous pourrez voter pour le renouvellement du CA. Ok. Et lorsqu'ils sont adhérents, quels sont les différents avantages justement qu'ils peuvent avoir? Notamment, je sais qu'il y a aussi quand ils créent des tournois, ils peuvent avoir des avantages, notamment au niveau des inscriptions, par exemple, à certains tournois, ou peut-être reverser des bénéfices à la fédération. Enfin voilà, ou d'autres choses. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu as en tête, mais si tu peux nous en parler Ouais, ouais, justement, tout à fait. les différents Bah, avantages. ouais, ouais. Bon, pour l'instant, les avantages, ils sont encore simples, hein, simplement parce que l'association est en voie de création, donc il y a toute une structure qu'on va élargir au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, ça se matérialise surtout effectivement par des réductions sur les tournois, c'est-à-dire que l'adhésion, ça permet surtout à l'association d'avoir une base monétaire pour vivre immédiatement, sans forcément attendre chaque événement. Mais notre objectif, c'est aussi que bah, une personne qui est très impliquée dans la vie associative, au final, son adhésion, elle se la rembourse au fur et à mesure de l'année. Donc effectivement, tous les tournois organisés par la FFTM, nos adhérents payent moins cher. Donc ils ont un tarif préférentiel, ce qui fait que si on fait deux ou trois tournois de la FFTM, bah, en fait, l'adhésion elle est déjà remboursée. Et ensuite, bah, il y a beaucoup d'avantages qui sont indirects. Mais faire vivre l'association, bah, du coup, ça permet de faire continuer des projets fédéraux bah, qui sont utiles pour tout le monde. Typiquement, on parlait des traductions. Alors, elles existaient avant la FFTM, mais aujourd'hui, les gens qui font tourner la FFTM, en fait, ils ont besoin de temps et de manière de fonctionner. Et donc, en adhérant à la FFTM, on permet aussi à ces bénévoles bah, de ne pas s'épuiser et puis de continuer un petit peu leur mission. Donc voilà. Et derrière, bah, la FFTM étant une association, de toute façon, tout est réinvesti à profit de la communauté. Donc, bah, quand un adhérent se rend à un tournoi aussi, bah, de plus en plus, il va y avoir des tables de décor qui vont être des tables de la FFTM, dans laquelle la FFTM aura investi pour donner une couleur un peu plus Seigneur des Anneaux au tournoi. Voilà. Et puis, tu parlais des organisateurs de tournois aussi. Effectivement, il y a toute la partie développement autour de la vie locale, c'est-à-dire qu'on peut accompagner les organisateurs adhérents sur leur premier tournoi. On a un compte fédéral qu'on leur met à disposition pour éviter de leur faire payer les frais sur PayPal. On peut leur proposer des arbitres aussi, parce que des fois on a des organisateurs qui sont pas forcément tout à fait à l'aise avec l'idée d'arbitrer. Donc voilà, on va dire que il y a plein de petits avantages invisibles, mais qui servent un petit peu on va dire au plus grand nombre, hein. Mhm. Quand tu parlais des frais fédéraux, c'est lorsqu'ils créent les tournois, c'est ça? Pour avoir les avantages. Donc du coup, comme par exemple sur T3, où on Ouais, peut avoir exactement. un... Parce qu'en fait, sur T3, il faut savoir que c'est un site qui met en avant en fait la création de tournois. Et on peut gratuitement aller jusqu'à 16 joueurs, mais si on veut aller au-dessus, je crois que la limite c'est 16 ou 18. Je crois que c'est 18, 16. je crois, il me 18? semble. Ouais, 18, ouais, ouais, c'est je pour ça que j'ai eu un crois, doute ouais. à un moment. Et en fait, si on veut aller au-dessus de cette limite, bah, il faut payer un abonnement de 30 euros
en fait, passer son compte en premium. Et effectivement, quand on est adhérent, du coup, c'est ce que tu me dis, en fait, on peut avoir ce lien pour éviter de payer les 30 euros sur T3 et créer un tournoi, par exemple, bah, plus de 18 participants, en fait. C'est ça, bah, on a eu le cas récemment avec une personne qui crée des tournois avec que du capé à 18 parce qu'il voulait pas payer l'abonnement pour un ou deux tournois dans l'année, ce qui peut se comprendre, hein. Et du coup, en fait, il suffit de mettre la FFTM en co-organisatrice du tournoi. Et du coup, vu que nous, on paye le compte premium, on peut en faire bénéficier à tout le monde Mm. sans aucune difficulté, hein. Et donc ça, c'est vachement intéressant, je trouve, pour ceux qui veulent créer des tournois à bah, plus de 18 personnes. Et je reviendrai aussi sur une chose, tu as parlé aussi des tables de tournoi. Il y a, sur la création de décors ou autre, vous avez déjà paramétré un style de table pour les tournois officiels? Par C'est exemple, ça doit ça. être de telle façon, un peu comme Warhammer, je sais qu'ils ont des sortes de, de, Ouais. de bâtiments enfin, ils doivent les mettre dans une certaine disposition. Est-ce qu'il y a quelque Ouais. chose que vous avez mis en place là-dessus Non. C'est moins capé chez nous parce qu'il faut aussi laisser de la liberté, c'est ce qui fait, c'est ce qui diversifie l'expérience de jeu. Mais voilà, on travaille, on va dire, sur des modèles de table qui vont pas être des modèles non plus stricts. Après, voilà, on essaye de produire des plans d'équilibrage, mais ça sera pour après. Et après, bon, de toute façon, pour les tournois fun, j'ai envie de dire chaque organisateur est maître. Mais effectivement, pour le circuit compétitif, hein, on a commandé effectivement des sets de table qui vont permettre notamment, pour ceux qui l'ignoreraient, en fait, le circuit compétitif du WTC, donc du championnat du monde. C'est des équipes de 4 joueurs qui s'affrontent. Et quand deux équipes s'affrontent, du coup, bah, chaque équipe a 4 joueurs, donc ça fait 4 matchs. Et en fait, les 4 parties se déroulent sur 4 tables identiques. Parce que du coup, on va choisir, il y a un système de draft pour choisir quel joueur va affronter quel joueur au sein des deux équipes. Mais à la fin, les 4 tables sont identiques, comme ça on n'a pas besoin de se demander bah, quel joueur va plutôt sur quelle table, etc. Donc ça, typiquement, ouais, c'est un projet qui est en cours. Et ces tables-là, qui sont donc des tables un petit peu typées pour le compétitif, bah, c'est aussi des tables que de toute façon on peut utiliser ou mettre à disposition pour des tournois plus simples à l'échelle locale pour des organisateurs qui manqueraient aussi un peu de décor. Hmm. Donc ce que tu parles, on peut le retrouver dans l'équipe de France WTC 2023, où tu parles justement des différentes tables. Donc c'est la Coupe du Monde du MESBG, C'est avec ça. l'explication. Alors comment ça fonctionne? Donc, en fait, il y a une équipe de 4 joueurs contre une équipe de 4 joueurs, Mhm. et chaque capitaine, c'est ça, vote pour leur premier joueur? Ouais, tout à fait. Alors, le système de draft, il est un petit peu complexe à expliquer de vive voix, mais en gros, les équipes vont choisir des listes qui vont être proposées, qui vont être protégées un petit peu, c'est-à-dire que chaque équipe commence par choisir une liste. Et du coup, cette liste, l'équipe adverse doit lui proposer deux listes à affronter. Donc, à partir de là, l'équipe choisit quelle liste va affronter leur propre liste qui a été mise en 1, donc qu'on appelle mise en 1. Donc déjà, ça donne un choix, c'est une liste qui est un peu protégée. Et ensuite, de là, va découler un système où toutes les listes vont s'affronter parce qu'il y aura les listes 1 de chaque équipe qui auront choisi leur adversaire. Par opposition, les autres listes qui n'ont pas été choisies se retrouveront les unes contre les autres ou iront affronter la quatrième liste qui a été laissée en réserve. Mais je pense que ça mériterait une vidéo dédiée parce que c'est un système assez sympa à expliquer, mais ça mérite de striturer un peu les méninges, ouais. Ouais, mais j'ai mis justement le petit schéma, parce qu'il y a le petit schéma en fait explicatif sur le site. Donc j'ai mis ça justement en fond pour que les gens puissent suivre un peu et comprendre un peu mieux la chose. Mais Euh, je veux pas faire de spoiler, mais alors je sais plus par quelle chaîne ça va passer, mais je sais plus si c'est Mathieu ou si c'est Amandine. Mais on a prévu de faire un récap de notre WTC de cette année, centré uniquement sur les phases de draft avant chaque ouais, partie, pour aider les gens à comprendre un peu le système, parce il est vachement tricky. Donc, moi, à mon avis, il y aura du contenu qui arrivera prochainement là-dessus, ouais. ok. Et juste par contre, lors de ce genre de tournoi, t'es limité à par exemple de l'Isu-bien, de l'Isu-mal, ou alors tu peux faire que des Isu-bien, ou qu'il y a des restrictions là-dessus? Ouais, il y a des restrictions. Alors, cette année, elles avaient un peu évolué, mais les restrictions, c'est que dans toute l'équipe, donc sur les 4 listes de l'équipe, il peut y avoir qu'une seule fois le même héros, c'est-à-dire que voilà, chaque héros nommé n'est utilisable qu'une seule fois pour les 4 listes de l'équipe. Et ensuite, cette année, en plus, c'était pareil pour les armées. Chaque armée ne pouvait apparaître qu'une seule fois sur les 4 listes de l'équipe. Donc, si un joueur jouait par exemple le Mordor, même si c'était en alliance et que c'était qu'un petit bout de Mordor dans une armée, bah ça grillait le Mordor pour les 3 autres listes. Elle devait jouer d'autres armées, Hmm. y compris pour les légions légendaires. Intéressant, intéressant, intéressant.
En tout cas, il y a toutes ces informations pour avoir un peu plus de détails sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. On va continuer sur comment les actions de la FFTM se concrétisent-elles dans la réalité, notamment la création de sites web, d'événements, championnat de France. Ouais, Voilà, si tu peux nous en parler. Bah déjà, le site, déjà, c'est cool d'en avoir un tout à pour avoir fait. de la visibilité. Ouais, puis apporter de l'information. Mm. Bah, si je devais fonctionner un petit peu en grand pôle pour pas que ça, parce que ça, je pourrais en parler des heures vu le temps que tous les bénévoles y passent, ça serait leur rendre un petit peu justice. Mais en gros, notre premier gros pôle, c'est le pôle de traduction. Alors bon, à nouveau, hein, il existait avant la FFTM, mais on va pas se mentir, il est principalement porté aussi par des gens qui font partie de la FFTM. Donc il y a à la fois la mise à jour de l'existant, donc les règles continuent d'être mises à jour au fur et à mesure que Game Workshop sort des errata, etc., ou des nouvelles extensions. Donc ça, c'est le gros point important parce que c'est aussi ce qui a permis à beaucoup de joueurs qui sont pas très anglophones de se remettre un petit peu dans le jeu. Et ça, c'est particulièrement important. Il y a eu la création d'une convention de règles, c'est-à-dire qu'on a un jeu fabuleux avec des règles super intéressantes, mais du coup compliquées à maîtriser. Et il y a beaucoup de situations où en fait il y a des flous artistiques, comme on dit. Et donc on a travaillé sur ce qui existe déjà dans d'autres jeux, à savoir une convention de règles qui est là pour compléter ce que Game Workshop propose, hein. Chez Game Workshop, ils appellent ça les FAQ ou les Designer Commentaries, je crois. Ouais, à la base ils en faisaient deux, mais ils ont tout. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a toujours les deux, mais ils C'est ça. regroupent tout dans les FAQ maintenant, je crois. Enfin, C'est ça, il y a les deux en même temps, ouais. ouais, exactement. Donc c'est normalement des sorties biannuelles qui servent justement à pallier ce genre de trou, mais en fait, il n'y en a pas suffisamment pour boucher toutes les situations. Donc nous, on en a fait une pour jouer correctement à l'échelle française, en fait, parce que bah, on se rendait compte que des situations complexes n'étaient pas appliquées ou comprises pareil par les joueurs, et en fait, ça, c'était juste bon à créer des situations des fois un petit peu tensiogène, si ça se dit, dans les tournois. Donc on a créé cette convention pour que tout le monde joue pareil. Faut savoir que bah, du coup, c'est une convention dont les Italiens et les Allemands nous en ont parlé à l'ETC, donc mine de rien, c'est un travail qui fait un petit peu son petit bout de chemin. Peut-être qu'un jour, on verra la même chose ailleurs. On a un projet de traduction aussi, du français vers l'anglais, sur cette convention qui est en cours, porté par deux bénévoles, Louis et Schropf, si je dis pas de bêtises, que je remercie. Donc ça, c'est aussi pour mieux accueillir les étrangers dans nos tournois. Et dans les nouveaux projets, là, on est en cours sur de la traduction des scénarios narratifs. Parce que voilà, on souhaite aussi être une fédé qui est pas rien tournée que vers les joueurs compétitifs et on veut que les joueurs fluff puissent aussi compter sur nous. Donc on est sur la traduction des scénarios narratifs prochainement. Voilà, ça va être un bon projet de l'année 2023. Et on s'est aussi mis à traduire des contenus de sites étrangers. Parce que alors on a évoqué, on a de très bonnes chaînes en France, mais il y a certains pays étrangers qui ont aussi des blogs avec des articles de très grande qualité. Et plutôt que de copier ou de refaire les articles à notre sauce, on s'est aussi simplement dit qu'on pouvait vulgariser et rendre ça plus accessible pour les non-anglophones. Donc on a deux, trois traducteurs aussi, deux je crois, Lucie et Shun, j'espère que je dis pas de bêtises, qui bossent actuellement sur la traduction d'articles spécialisés en provenance des sites un peu étrangers, quoi. Ok. Ah bah Voilà, écoute, voilà. Donc c'est. c'est un gros morceau ça, que ça emploie beaucoup de personnes, hein. Je pense que je suis passé un peu vite, hein. Pareil, j'ai pas cité tous nos bénévoles qui bossent sur la traduction des narratifs, hein. Je vais en oublier, mais il y a Lios, il y a Taropele, il y a Louis, et j'en oublie certainement, je m'excuse, hein. Mais en tout cas, ça fait une équipe d'une dizaine de personnes qui est du coup bien au taquet là-dessus. Ok. Voilà, voilà. Très bien. Ensuite, on a toute la partie arbitrage. Donc ça, c'est un projet qui va plutôt se développer certainement en 2024. On voulait le lancer en 2023, mais on comptait avoir des subventions pour associations, mais on peut pas les avoir tout de suite parce que l'association est trop jeune. Donc ça, c'est plutôt quelque chose un projet qui va se porter vers 2024. Et sinon, on a tout le groupe événementiel. Donc ça, c'est ceux qui gèrent les qualifs et le championnat de France. On a parlé des sets de table qui étaient en préparation. Là, c'est un projet qui a été porté en grande partie par Coco Painting Stuff, qui a géré aussi les commandes d'impression 3D et puis qui va gérer la peinture. Et Dark Michael, qui lui s'est plutôt occupé des petits décors. Et ensuite, c'est déjà pas mal comme projet. Évidemment, tout ce qu'on a déjà évoqué sur l'accompagnement des tournois. La création d'un planning aussi pour s'assurer que les événements ne se marchent pas dessus. Et ça, mine de rien, c'était important parce que le jeu vit de plus en plus, donc il y a de plus en plus d'événements entre les qualifications, les petits tournois sympas, les Open, etc.
Et ensuite, on travaille aussi à stabiliser la Fédé, je dirais, pour que voilà, pour qu'on ait un petit peu une base solide et que ça permette aussi de créer des gros projets, ne serait-ce qu'avoir de la trésorerie, hein. On parle aussi un petit peu. Mais voilà, hein, typiquement, là, il y a l'Open, du coup, on en reparlera, mais qui est le tournoi de qualification pour les Masters de l'Ardacon. Il y a Gorbak qui est actuellement en train de travailler dessus. Et il faut savoir, typiquement, voilà, hein, des fois, quand on veut organiser un tournoi à 60 personnes, voire plus, comme un Open par exemple, chercher une salle, des fois, c'est des frais qui peuvent être des fois 1000 euros à avancer pour réserver une salle avant que l'événement ait eu lieu. Et ça, typiquement, c'est aussi le moment où la Fédé peut intervenir et sécuriser un peu le truc pour que ça repose pas sur les épaules d'un particulier, en fait. Et je pense que c'est à peu près tout pour les gros projets du moment. C'est déjà pas mal, hein, Ouais. tout ce qu'il y a à faire justement au sein de la Fédé, c'est quand même intéressant. Donc là, j'affiche en direct les trucs d'arbitrage aussi que tu parlais justement là-dessus. Où est-ce qu'on peut trouver les informations là-dessus? Ouais. Comme tu parlais 2 fois par an, en février et en août, c'est les mises à jour ça, officielles de Game Workshop au niveau des règles que vous retrouvez sur le site de Warhammer Community. Il faut pas aller dans la version française parce que vous ne trouvez pas les règles mises à jour, mais il faut aller que dans la version anglaise. Donc C'est désolé ça. pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, mais oui, il faudra. Bah voilà, c'est que en anglais pour l'instant. En fait, Et cela dit, même les FAQ anglaises sont traduites sont et traduites intégrées dans aussi. notre convention. Ouais. Ouais, Donc en fait, le seul endroit où il faut aller maintenant, c'est l'onglet du site qui s'appelle Convention d'arbitrage, je crois, sur le site, ouais. qui correspond du coup à notre convention francophone des règles. C'est the place to be quand on a une question. Donc c'est là et il y a un PDF à télécharger, c'est à télécharger la convention Ouais, francophone des règles et on trouvera exactement. justement toutes les mises à jour faites par. Alors ça contient que les commentaires des designers, c'est ça? Pas la partie FAQ. La FAQ sera directement intégrée. Elle, enfin non, c'est l'inverse. En Attends, fait, c'est quoi? FAQ et Designer Commentaries, c'est la même chose. C'est la même Et chose. en C'est quoi plus, il y l'autre a les alors? errata. Il y a Ah, les c'est les errata, errata, oui, voilà. C'était mais les elles errata. qui sont déjà prises en compte dans nos traductions Elles sont, françaises, en ouais, fait. d'accord. Donc si les profils ont des modifications au niveau de leur texte, ils seront Ouais, déjà intégrés et ils apparaîtront pas par contre dans cette convention francophone. exactement. Ouais. Là c'est que la FAQ et donc les commentaires des designers au niveau des règles. Et du coup, vous rajoutez aussi certaines, vous implémentez des questions que vous vous êtes posées qui n'ont pas été posées en anglais pour Ouais. justement simplifier des litiges qu'on a très souvent dans le jeu. Parce que il y a tellement de règles qu'au final, il y a forcément à un moment donné des règles qui se rendent en confrontation. Et Mhm. ouais, faut trouver un juste milieu, un équilibre pour qu'au moins ce soit clair pour tout le monde lorsque le cas arrive. Ouais. Ça a un double avantage. Déjà, ça évite aux arbitres de se mettre en porte-à-faux parce que du coup, ça devient Mm, c'est une application d'un document qui existe, c'est pas c'est une ça. décision personnelle de l'arbitre. Et ça donne aussi les éléments. Quoi. Donc, voilà, quand un joueur vient à un tournoi, il peut pas dire ah, moi je savais pas, cette règle je l'applique pas comme ça. L'idée c'est que maintenant la convention fait partie des documents qui gèrent le tournoi, donc en fait les gens partent avec les mêmes règles et du coup peuvent jouer de la même façon. Et justement, sur la convention des règles qui ne sont pas en anglais, ce que vous avez par exemple trouvé et qui posent des litiges et que vous traduisez, enfin que vous faites en français, quels sont les joueurs ou quel est le groupe de joueurs à faire ça vous êtes combien On a commencé environ à 8 je crois, parce que 9 avec Amandine, parce qu'on avait deux groupes de travail de 4 personnes. On a pris des joueurs de tous horizons, donc dans chaque groupe, il y avait deux trois joueurs, on va dire, experts, c'est-à-dire des joueurs qui avaient un niveau ETC ou qui étaient connus pour être un petit peu des références sur la maîtrise des règles. Et on a aussi intégré des nouveaux venus un petit peu pour aussi avoir un regard un peu plus frais et un peu plus empreint de bon sens, on va dire, sur le jeu. Donc voilà, c'est des noms que vous avez déjà entendus, hein, mais en prime, en plus des administrateurs, il y avait Icori, il y avait Sarn, il y avait Louis aussi, Tordek Urside de Belgique aussi, pour avoir, parce que la convention se veut francophone, hmm. donc on l'imposera pas à nos amis belges ou suisses, mais en tout cas, c'est aussi un outil qu'ils peuvent utiliser s'ils le souhaitent. Et maintenant, le gros du travail en étant fait, il y a eu une première publication de la convention en janvier. Et maintenant, pour les mises à jour biannuelles qu'on fait en même temps que Game Workshop, ouais, on garde un petit groupe de 3 4 personnes qui sont disponibles au moment M juste pour traduire les nouveautés et puis traiter les quelques cas qui nous remontent. Mais pour le coup, et pour l'avoir du coup pas mal utilisé parce que j'arbitre un petit peu les tournois fédéraux,
La convention en fait fonctionne déjà très bien et maintenant on arrive à un tournoi tout entier sans qu'il y ait de litige parce que toutes les situations sont déjà prévues par la convention, quoi. Ok. Et ça vous est arrivé que vraiment il y a un point litigieux et vous-même vous n'arrivez pas à trancher, ou alors il y a quand même toujours un consensus entre tout le monde pour dire si il faut quand même établir une règle et on va trancher comme ça? Nous, on a une approche de bon sens et de cohérence, Mhm. c'est-à-dire que notre façon de trancher sur certains points, on essaie de l'appliquer de manière systématique un peu sur tous les points. Après, on va pas se mentir, il y a clairement eu des points où on était devant la question et on était tous en mode, bah, point d'interrogation, en fait, il n'y a rien dans les règles qui nous permet vraiment de trancher correctement. Donc oui, il y a eu quelques questions qui ont été tranchées au feeling. Mais je dirais c'est pas très grave parce que l'important c'est qu'au moins c'est tranché et ça permet aux gens de voilà d'avoir une réponse et de savoir comment on applique le truc, hein. Ok, très bien. Bon, bah au moins ça a pu, j'espère, éclairer pas mal de monde là-dessus, sur le fonctionnement, notamment au niveau de la convention, sur le convention francophone, justement, des règles, comment c'est établi, puis de voir un peu bah, comment c'était géré, c'était tranché au niveau, justement, français. Alors, j'ai encore d'autres questions à te poser. Ouais. On va partir maintenant sur le championnat de France. Tu en as parlé un peu précédemment. Comment est géré justement le championnat de France? Et nous parler justement de l'organisation et des différents tournois aussi qui peuvent y amener. Ouais. Le championnat de France, en fait, c'est très simple. C'est tous les tournois de France. C'est-à-dire qu'on a simplement exclu, en fait, avant, tous les tournois de France comptaient pour se qualifier au WTC, avait un côté sympa, mais qui du coup devenait quand même très pénible parce qu'on se retrouvait avec des joueurs qui devaient, en fait, quadriller toute la France toute l'année pour essayer de se qualifier. Donc ça n'existe plus. Maintenant, il y a juste tous les tournois francophones comptent pour le championnat de France, à l'exception juste bah, du coup des tournois de qualification WTC. Donc ça, il y en a que 5 qui sont un petit peu à l'écart, et l'Open de France, qui sera aussi mis à l'écart. Mais sinon, à part du coup ces 6 tournois-là, n'importe quel tournoi sur le territoire France plus Belgique, en fait, compte automatiquement. Il y a pas besoin d'inscription ou de quoi que ce soit pour les membres ou que ce soit pour l'organisateur. Pour l'instant, on ne demande rien de particulier, voilà, juste que l'organisation soit saine pour que les joueurs vivent une expérience correcte sur place, qu'il n'y ait pas, entre guillemets, qu'il y ait pas de dinguerie sur les règles de classement et compagnie. Et on préconise simplement l'utilisation de notre convention de règles. Et pour l'instant, c'est plutôt bien reçu, hein. Les organisateurs voient plutôt ça comme une ressource qu'on met à leur disposition. Donc à partir de là, bah voilà, en fait, tous les classements du championnat de France alimentent un classement national. Et à la fin de l'année, bah, du coup, on aura un beau classement avec simplement les performances de chaque joueur dans tous les tournois du territoire, en sachant que dans le classement du championnat de France, on ne prend en compte que les 6 meilleurs scores et on prend en compte au maximum 2 scores par région. L'objectif, bah, c'est pas simplement qu'une personne qui, entre guillemets, spammerait tous les tournois de France et en ferait 20 là où d'autres personnes ne vont en faire que 5 ou 6 bah, arriverait forcément premier. Du coup, on limite à 6 tournois par an. Et le but, c'est aussi de favoriser la mobilité entre les territoires. Donc voilà, que si on veut se mettre un petit challenge championnat de France, bah, on est obligé de naviguer quand même dans 2, 3 régions différentes et pas simplement rester dans sa petite ville natale à faire les tournois en local. C'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte que les joueurs se rencontrent un petit peu. Et petite précision importante pour tous les joueurs, Vassal compte aussi dans le championnat de France, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc on prend aussi en compte les championnats qui sont organisés sur Vassal, le Carandros et la Ligue, si je dis pas de bêtises. Aussi pour que les joueurs qui sont plus actifs, on va dire, numériques, sur le côté numérique, sur le côté IVL comme on dit, Mhm. du coup puissent un petit peu concourir quand même, quoi. Ouais, le côté dématérialisé. Donc ça compte comme une région, et s'il y a deux tournois, par exemple sur Vassal, en tant que jeu ou application, ça compte du coup dans le championnat de France. Exactement, voilà, Et c'est exactement ça. et il y a combien de régions en tout? Que je dise pas de bêtises, on en a établi 8 pour la première année, établi en fonction de l'effervescence des événements et de la répartition entre guillemets des joueurs pros. Voilà, donc on a des régions qui sont beaucoup plus grosses que d'autres, mais voilà, hein, typiquement, on sait qu'il y a beaucoup de tournois sur Paris, donc Paris-Île-de-France, c'est une région à elle toute seule. Paris, ouais, ça je suis pas étonné. Voilà.
Alors qu'à l'inverse, il y a par exemple une très grande région sud-ouest qui, je crois, doit prendre. Alors, je suis encore aux anciennes régions, moi, mais qui doit prendre l'Aquitaine, bah, du coup l'Occitanie maintenant, et puis l'ancien Poitou-Charentes. Voilà, ça fait un très gros territoire. Mais là, par exemple, on sait que c'est un territoire où il y a très peu de tournois. Il y en a quelques-uns à Toulouse, quelques-uns à Périgueux. Donc voilà, on a réparti, on a fait 8 régions pour faire en sorte que les tournois soient à peu près équitablement répartis. Et petite précision, enfin du coup, l'idée aussi, c'est qu'à la fin, on organise une finale régionale. Donc ça, c'est encore en construction, mais en fin d'année, on proposera un événement où les deux meilleurs joueurs de chaque région seront un petit peu les champions de leur région, et on fera un tournoi avec 16 joueurs du coup, les deux champions chacune des 8 régions, qui viendront se départager pour une petite coupe régionale à ramener chez soi. Et cette finale-là, on en exclura les joueurs qui se sont qualifiés à l'ETC, au WTC, vu que eux, de toute façon, ils vont déjà concourir sur la scène internationale. L'idée, c'est aussi de permettre un petit peu de donner de la visibilité, bah, à des joueurs qui n'ont peut-être pas un niveau international, mais qui ont quand même un très bon niveau, un niveau national tout à fait respectable, quoi. Donc voilà, c'est histoire de varier un petit peu les expériences de jeu. D'accord. Et donc ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre, la date du championnat au niveau des tournois pour la 1er qualification. janvier au 30 novembre, parce qu'en Au fait, 30 vu que novembre, ok. la finale aura lieu en décembre, donc cette année c'est 1er janvier au 30 novembre, on va l'arrêter au 30 novembre et sur le mois de décembre aura lieu la finale. Mais par contre, on va certainement garder ce système l'année suivante, et l'année suivante, du coup, bah, on commencera du 1er décembre 2023 et on ira jusqu'au 30 novembre 2024. 24. Ouais. Juste, voilà, juste pour que si jamais il y a des petits tournois sur le mois de décembre 2023, bah, ils comptent quand même quelque part, quoi. Ok. Et tu disais, il y a une coupe à rapporter donc pour le premier. Est-ce qu'il y a une sorte de ticket pour un gros tournoi international type Ardacon ou autre? Non, il y a pas de choses comme ça que vous avez mis Si, si, on si, ou que vous envisage. songez. Ouais, Bah, vous il y envisagez. aura des lots, il y aura des lots, et parmi les lots, on envisage d'acheter une place Ardacon, effectivement, pour celui qui gagnerait. Qui gagnerait. Alors en plus, il y a plusieurs choses, hein, parce que du coup, il y aura le vainqueur du championnat de France, c'est-à-dire bah, celui qui déjà de toute façon sera premier à l'issue de la saison. Voilà. En plus du champion de France au championnat de France, il y aura ensuite le vainqueur de la coupe régionale. Voilà. Ce ne sera pas forcément les mêmes personnes, hein, parce qu'on peut tout à fait imaginer, par exemple, que le premier du championnat de France, ce soit potentiellement, par exemple, un joueur qui se qualifiera aussi au WTC et qui, par conséquent, ne sera pas présent à la finale des régions, vu que là, il n'y aura pas de joueur WTC là-bas. Donc on aura le champion de France, on aura le champion de la finale régionale, et on essaye aussi de tenir comment je dirais, un classement du fluff. Donc on aura certainement aussi une récompense pour le joueur le plus fluff de l'année. Ok, ça sera sur quels critères ça, le fluff? C'est au niveau de l'armée, tu parles ou de... Ouais, 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 c'est c'est au niveau, ça. au niveau du choix de l'armée pour récompenser bah, soit les choix vraiment fluff, soit aussi les armées un petit peu osées. Voilà, les gens qui ont pris un petit peu de risques et qui sont venus avec des armées qu'on voit pas souvent. Ça, pour l'instant, c'est simple. C'est chaque organisateur de tournoi qui, à l'issue de son tournoi, communique à la FFTM le ou les joueurs les plus fluff qu'il a choisi sur les listes qui lui ont été envoyées. Et puis ça fait un petit calcul, un petit cumul de points. Et à la fin de l'année, bah, on verra si on a un vainqueur. Mais normalement, je pense. Ok, et bah justement, tu parlais d'armées qui sont peut-être pas trop mises en avant. Est-ce que vous avez imaginé une sorte de système ou des scénarios adaptés, enfin, je sais pas, enfin, des choses adaptées pour des tournois qui pourraient mettre justement plus en avant? En fait, je parle plus de la méta. Peut-être la Ouais, méta, vous avez pas peur qu'elle soit un peu figée à l'avenir parce que bah, je sais pas si Game Workshop va mettre à jour tu vois, une V7 et va rechanger, ça va peut-être pas. Est-ce ouais, qu'il y a des ouais. choses qui ont été pensées ou. Bah, je pense qu'à ce niveau-là, en fait, on se basera plus sur les organisateurs de tournois. Mhm. Déjà, la première chose, en fait, c'est surtout que le 800 points, à cause du WTC, est très médiatisé. Mais en fait, les armées fortes, elles changent en fonction du format, hein. Par exemple, tout bêtement, hein, si on prend Kand, les variacs de Kand, c'est une armée qu'on verra jamais en 800 points parce qu'effectivement, elle est très très faible en 800 points.
alors que c'est une armée qui peut être tout à fait sortable en 500 points. Mhm. Donc ça, je dirais, on mise peut-être plus les variations d'offres, c'est-à-dire que chaque organisateur essaye souvent aussi un petit peu de se démarquer, faire un événement qui sorte un peu du lot. Et je pense qu'entre les tournois en équipe, les tournois en double, les tournois en simple, et au sein de ces trois catégories, bah, des fois c'est en 500, des fois c'est en 600, des fois c'est en 800. On a même vu a priori le premier tournoi en 1000 points à Paris cette année en janvier, si je dis pas de bêtises. Et en fait, bah, ces variations de format aussi, ça amène aussi des variations des armées qui sont fortes. Alors malheureusement, il y a quelques armées qui sont toujours fortes, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, le Le Mordor, Mordor, il ressort ouais, souvent. le Angmar aussi, un Mordor, peu, je trouve. Angmar aussi, ouais, peut-être un petit peu Un peu moins moins, que le mais. Mordor, Ouais, si vraiment. Mordor. Bah après, Mordor, ils ont tellement de choix d'armées, quand même. Enfin, Voilà, de c'est ça. troupes et Non, de non, héros. mais il y a deux, trois armées qui seront fortes, quel que soit le format. Mordor, Gobelin, histoire de dire que je l'ai calé une fois, ça fera plaisir à mes détracteurs. Voilà, ça, c'est deux armées qui sont tout le temps fortes. Et après, il y a aussi des armées qu'on va jouer différemment, hein. Typiquement, si on prend le Rohan, en fonction du format de points auquel on joue, on va pas sortir les mêmes choses, hein. Le Rohan, la garde de Helm, c'est très fort à petit format, en 500-600. Alors qu'avec les cavaliers de Théoden, on peut monter un peu plus haut. Les cavaliers de Théoden, c'est très fort en jeu en équipe aussi, ou en jeu double, par exemple. En 800 en solo, ça va commencer à être un petit peu plus limité. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là. Et après, bah, c'est aussi chaque organisateur qui créera un petit peu sa méta, hein. Je sais par exemple que Romain a déjà interdit le sorcier à des tournois sur Rouen. On a vu des tournois dans le sud où des interdictions de héros aussi. On a eu un tournoi sur Paris l'an dernier où d'emblée chaque liste partait avec des points d'avance si elle n'avait pas sorti des trucs trop méta, comme on dit. Donc voilà, ça, je Ça, pense pas que ce soit à la Fédé de tout porter, hein. La oui. Fédé, ça reste une structure d'accompagnement. Ça sera Donc plus les organisateurs de tournois, comme tu dis, qui vont réadapter au final un peu la méta. Ça sera en fonction de ouais, c'est comment ça. ils souhaitent avoir. C'est sûr que c'est dur, en fait, de rééquilibrer ou d'avoir des armées qui sont valables dans tous les formats de points. Ça, on en est conscient aussi. Ouais. Et on a une petite parenthèse aussi, on a aussi découvert quelque chose à l'ETC cette année, c'est que bah, des fois, un quart d'heure de plus sur une partie, mine de rien, ça peut aussi pas Ah, mal changer la ouais, méta. ouais, bah ça m'est déjà arrivé hein, sur des Ouais, parties. Si tu attends le chrono et que tu t'arrêtes, bah tu peux gagner ta partie là. Mais si des fois ça joue un tour, bah en fait tu dis juste à un tour ouais, près, bah ouais, tu peux la perdre en voilà. fait ou la gagner. Donc c'est. Ouais. Donc, et puis voilà, en France, on joue beaucoup sur des héros qui étaient épuisables, hein. On coulait Nazgûl en France, mais c'est de la denrée périssable, le Nazgûl. Au bout d'un moment, il a plus rien, quoi. Et avec le quart d'heure en plus au WTC, voilà, on a commencé à tous se dire bah, que les héros qui ont un point gratuit par tour, on va peut-être commencer à plus les voir. Un Gottmog, par exemple, on le voyait très peu en France. Il était souvent perçu comme trop cher comme héros. Et là, avoir un mec qui copie des actions héroïques pendant une partie qui dure plus longtemps, bah forcément, il commence à mieux se rentabiliser. Donc voilà, on pourrait en parler longtemps, mais je pense aussi que dans les armes qu'ont les organisateurs pour varier un peu l'expérience de jeu et la méta, des fois aussi simplement proposer des formats de temps un petit peu différents, avec des parties un peu rallongées, ça peut aussi changer pas mal de choses. Très bien. Je reviens juste sur une chose. À un moment, tu as aussi parlé d'Open de France. C'est quoi exactement? Si tu peux nous en Alors, parler. ouais, tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé du WTC. En fait, il faut savoir que juste les championnats du monde ne sont pas du tout organisés par Game Workshop. C'est des particuliers qui se sont mis sur les spots. En général, on parle beaucoup du WTC. C'est souvent perçu comme l'événement le plus compétitif. Donc, ça, c'est en équipe. Et il y a un autre événement que les gens doivent connaître bien qui s'appelle l'Ardacon, où là, c'est même plusieurs événements en un seul. Donc, il y a une page du site qui explique ça beaucoup mieux que moi, parce que moi, j'y suis encore jamais allé. Je vais y aller pour la première fois cette année, mais je ne suis pas le plus grand expert. Mais en gros, dans l'Ardacon, il y a plusieurs tournois. Il y a notamment un tournoi en double et un tournoi en simple. Et c'est aussi un petit peu une Coupe du Monde, hein, vu que c'est ouvert au monde entier. La seule différence avec le WTC, c'est qu'il n'y a pas besoin de se qualifier. Donc en fait, n'importe qui peut venir, n'importe quel joueur peut payer sa place et venir à l'Ardacon. Mais c'est quand même ouvert au monde entier, donc on peut aussi percevoir ça comme une Coupe du Monde. Et en plus de la Coupe du Monde en double et de la Coupe du Monde en simple, à l'Ardacon, il y a aussi une sorte de tournoi des élites, hein, un petit peu une sorte de Ligue Pokémon, comme j'aime bien dire moi, qui est le tournoi des Masters. Et les Masters, en gros, c'est chaque pays a le droit d'organiser un tournoi de qualification, donc qu'on appelle un Open. Donc quand je parlais de l'Open de France, c'est de ça qu'il est question. Mais par contre, c'est pas du tout nationalisé. C'est-à-dire que à l'Open de France,
n'importe quelle personne de n'importe quel pays peut venir. Et en l'occurrence, bah, cette année, l'Open de France organisé par Gorbag, qui a eu lieu en décembre à Paris, a été remporté par un Italien, du coup, par exemple. Mais du coup, il y a un Open en France, un Open en Allemagne, voilà, un Open dans chaque pays qui va en organiser un. Et à la fin, ça fait environ une petite vingtaine de Masters. Donc les Masters, c'est ceux qui ont remporté un Open. Et toutes les personnes qui ont remporté un Open, du coup, ça fait une vingtaine de Masters qui vont du coup s'affronter au cours de l'Ardacon. Voilà. Donc, en fonction de qui gagne les Open, on peut très bien avoir un Masters avec certains pays qui ne sont pas représentés ou d'autres qui sont représentés par plusieurs joueurs. Voilà, ça dépend totalement de qui va gagner les Open des différents pays. Ok, très bien. Ouais, c'était pour revenir dessus, parce qu'en fait, moi-même, je savais pas ce que c'était l'Open de France, donc ça tombe bien. Moi, je crois que c'était justement via plus le championnat de France que tu pouvais gagner le fameux Ouais, ouais, je vois. ticket pour aller là-bas au Master. Mais non, en fait, c'est pas du tout dans le championnat de France que tu peux gagner ça. C'est vraiment à l'Open de France, un tournoi vraiment dédié sur un week-end ou une journée, suivant comment c'est C'est ça. organisé. Et puis là, c'est là où on gagne le ticket pour aller à l'Ardacon. Du coup, gros tournoi. C'est à Manchester, en Angleterre. Tout à Et fait. c'est dans un hôtel, je crois, le C'est ça. Piccadilly, c'est ça? Si j'ai pas de Oh, bêtises. Ouais. bon, tu t'es mieux informé que moi, mais de Ouais, mémoire, j'avais été. Ouais, je sais plus, je crois qu'il est noté, hein, c'est pas tout oui, il est en. sur le site. Mais oui, c'est ça, c'est tout. Non, c'est l'hôtel Mercure, je me suis trompé. Mais je crois que c'est. Ah, je crois. Ouais, bah, c'est l'hôtel Mercure de la ville C'est- de En, Manchester. en tout Voilà. cas, c'est toujours à Manchester. Là, le WTC, lui, change de pays chaque année, alors que l'Ardacon est fixé à Manchester. Ouais. Et là, on a les photos de ceux qui ont y participé Voilà. quelques années avant. Mm. Avec. Alors, en sachant que cette année, alors n'importe qui peut s'inscrire et y aller un petit peu comme il veut. On peut y aller fun ou on peut y aller aussi en cherchant le podium. Il y a un système qui fait aussi que plusieurs joueurs d'un même pays peuvent s'organiser en équipe avec des restrictions un peu proches de celles qu'on connaît au WTC, le fait notamment de ne pas avoir de héros partagés, etc. Et à la fin, en plus du championnat en solo, il y a quand même aussi un classement national qui se fait. Et du coup, cette année, alors bon, ça va pas forcément être très médiatisé parce que voilà, l'idée c'est plutôt de. Là, c'est plus sur la base du volontariat. Mais la Fédé va essayer un petit peu on va dire, de chapeauter une équipe de France avec les joueurs qui le souhaitent, qui vont y aller un petit peu pour scorer, pour essayer de ramener le prix à la maison. Mais du coup, contrairement au WTC où les places sont limitées, même si la Fédé, on va dire, chapeaute une équipe de France en mode un petit peu avec les couteaux entre les dents, ça n'empêche pas du tout que n'importe quel joueur français peut aussi s'inscrire de son côté, faire sa propre équipe et puis y aller comme il a envie, que ce soit en mode hard ou en mode YOLO, comme on dit. Tu parles du WTC? Non, je parle bien de l'Ardacon là. Ah, l'Ardacon, ouais, d'accord, ok. Je croyais que c'était aussi. Tu parlais de. Parce que, justement, comment est organisé sur les équipes? Il y a un capitaine qui est dédié, et comment est sélectionné ce capitaine? Enfin, comment écrire, en fait, Alors, tu parles les du équipes? WTC ou de l'Ardacon là? Bah, moi, j'étais parti sur le WTC, mais tu peux parler des deux, et ensuite l'Ardacon, si tu veux. Bah, au WTC, c'est des équipes de 4. Chaque équipe doit désigner son capitaine, donc là, c'est une désignation. Et du coup, en France, là, c'est de la qualification directe en tournoi. C'est-à-dire qu'il y a une première phase qui s'étend de janvier jusqu'à juin, où on va juste désigner les 24 meilleurs joueurs, qui vont ensuite s'organiser en 6 équipes de 4 personnes. Et du coup, ensuite, il y aura une deuxième phase avec 2 tournois, où les équipes vont se départager, et à chaque fois, l'équipe qui aura gagné le tournoi se qualifiera pour le WTC. Habituellement, on a 2 équipes par pays. Et après, en fonction des années, c'est fluctuant. Des fois, on nous dit une, des fois 3. Cette année, on en avait 3, par exemple. Mais du coup, bah, il y aura un premier tournoi où les 6 équipes de 4 personnes, donc les 24 joueurs, vont s'affronter. Et l'équipe qui gagne sera la première équipe qualifiée, France 1. La dernière équipe sera éliminée. Et ensuite, il restera 4 équipes qui se réaffronteront une deuxième fois. Et là, l'équipe qui gagne sera qualifiée comme l'équipe France 2 du coup. Donc ça, c'est pour le WTC. Et ensuite, j'ai envie de dire, les équipes se composent un petit peu comme elles le veulent et elles désignent elles-mêmes leur capitaine. Ça, il n'y a pas vraiment de chaque équipe qui fait comme elle le souhaite, quoi. Donc ça, c'est pour la partie WTC. Mhm. Et ensuite, à l'Ardacon, comme je te dis, hein, c'est de l'open bar. Donc n'importe quel joueur français peut prendre son ticket et y aller. Et juste dans les circuits de championnat, on a le droit de s'inscrire en équipe, c'est-à-dire que chaque joueur va faire ses parties solo.
totalement indépendamment des autres, hein. Là où au WTC, l'équipe, elle avance ensemble, elle choisit ses adversaires, elle se les répartit. Là, chaque joueur fait son petit bout de chemin. Et c'est juste qu'à la fin, quand on est inscrit en équipe, on peut avoir un cumul des scores pour avoir un classement d'équipe sur le classement final, quoi. Ok, j'avais une question sur le WTC. Oui, c'est par rapport. Est-ce qu'il y a des aides? Parce que j'ai vu que c'était dans des pays différents, enfin, qui peut être assez loin. Alors, l'Ardacon, c'est en Angleterre. Ouais. Par contre, pour les autres, il y avait les dates ici. Donc en 2017, c'était à Hambourg en Allemagne. Mm. 2018, c'était Pays de Galles, donc Cardiff. En 2019, donc c'était que des ETC, donc European Tournament Championship. Yes, Poznan en Pologne. ETC 2022, donc il n'y en a pas eu en 2020-2021 pour cause mondiale de Covid. évidemment. Ensuite 2022, donc c'était en Irlande du Sud, à Cork. Ouais, Et tout à c'est fait. après que du coup l'ETC a laissé sa place au WTC pour intégrer des équipes internationales et plus que seulement européennes. Et ça s'est joué cette année en Espagne, à Grenade, avec donc les équipes que vous voyez là. Donc là, on avait trois équipes cette année, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. France 1, mené par Alexis Vac, dont je faisais Ouais. partie, avec Dark Michael et puis Et barbecue. Barbecue. Et puis France 2, mené par Coco, avec Gabi, d'IQ, Glorfindel et Decalogus. exactement. Et puis une équipe France 3 qui a été annoncée un petit peu plus tardivement, qui était menée par un peu la team Vassal. Enfin, Ben Drums la menait, et puis il avait Ouais, les trois Vassaliens, ouais, Armando, Amandine et puis Prodamp. c'est ça. Et ouais, pour revenir sur ma question, c'est est-ce qu'il y a des aides parce que donc ça peut être assez loin, hein. Donc bon, Allemagne c'est à côté, Pays de Galles, bon tu me diras c'est proche de l'Angleterre, hein. Donc au final. Ouais. Mais Pologne, tu vois, ça peut être loin. Est-ce qu'il y a des aides justement pour ces déplacements des équipes? Comment c'est géré là-dessus? Alors ça a existé, c'est-à-dire qu'au tout début, je crois, je dis peut-être des bêtises, hein, c'était avant que je revienne dans le jeu, mais il me semble que la première année, Gorbak se servait, c'est-à-dire faisait des frais de tournoi, et avec les frais de tournoi et les participations des candidats payait le billet, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un billet à payer pour le WTC, il faut quand même payer, c'est entre 250 et 300 euros, parce qu'il y a les nuits d'hôtel, il y a l'hébergement qui est compris. Pour Dans le... l'ensemble des quatre joueurs. Ouais, Ouais. exactement. Non, 250 euros par joueur. Ah oui, oh, c'est Ouais, un ouais, gros billet, c'est ouais, 1000 euros du coup pour 4. ouais, c'est une petite paille, ouais. Ouais, ouais, Et voilà. Donc ok. aussi, typiquement, voilà, c'est aussi le genre de choses, c'est aussi le genre de frais que la Fédé va pouvoir avancer plutôt que ça repose Hmm. sur une personne, parce que dans le temps, bah, cette année, typiquement, la Fédé n'étant pas encore existante, on s'est retrouvé certains membres de la Fédé à devoir avancer sur nos fonds propres pour réserver les places. Hmm. Voilà. Donc dans le passé, ça a existé, c'est-à-dire qu'avec les frais de tournoi, on payait au moins les tickets aux différents joueurs. Ça s'est arrêté, c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'effectivement, comme tu le dis, bah, une équipe, ça fait 1000 euros. Donc, si deux ou trois, ça... Alors, je te préviens juste, et ça coupe, ça a coupé une ou deux fois, enfin, des grésillements. Là, ça vient de couper ta phrase. Tu peux nous redire? Oui, bien sûr. Je disais, ouais, donc ça existait, la prise en charge, mais plus maintenant. Donc, c'est aussi une des choses que la Fédé va prendre en charge parce que, voilà, typiquement, cette année, ça a reposé sur. Il y a des membres de la Fédé qui ont dû avancer pour réserver les places, entre guillemets. Mais du coup, c'est un peu difficile à financer. C'est peut-être quelque chose qu'on recommencera à faire à moyen terme au niveau fédéral, mais ça implique qu'il y a pas mal d'argent moi, qui partent dans cette direction-là. Ça risque aussi d'impliquer d'augmenter les frais de tournoi pour réussir à financer. Donc bon, pour l'instant, c'est pas le choix qu'on a fait. On part du principe aussi que c'est une belle expérience humaine et que les joueurs qui veulent la vivre, bah, du coup, peuvent aussi un petit peu s'organiser. Après, c'est une question de volume de jeu. Typiquement, si on compare avec Warhammer 40 000, la Warhammer 40 000, c'est la fédération qui prend tout en charge. Mais ils sont, je crois, 1100 joueurs cette année sur le circuit de qualification. Donc évidemment, à 1100 joueurs, c'est beaucoup plus facile d'amortir les frais que dans une micro-communauté comme la nôtre. Donc on verra un peu comment le jeu se développe et comment il évolue. Ouais. Mais donc pour l'instant, on n'a pas spécialement d'aide. Après, l'année dernière, bah, si on scorait bien, on avait une prime quand même. Donc, à Cork en 2022, avec Gabriel, on avait fait deuxième avec notre équipe et on avait eu une prime de 500 livres. Donc, c'est-à-dire que ça avait amorti un petit peu. Ouais, parce Bon, que en euros, c'est oui, 550, un truc dans ce goût-là. 550? Ok, ouais, Ouais, je pensais un peu plus, tu vois, mais ouais, ok. 500, ouais, mais c'est déjà très bien, hein. c'est ça, voilà. Ça vous Bon, rembourse la moitié de choses. Si c'était 250 par joueur,
1000 en fait, euros, pas, ouais, c'est... en fait, pas tout à fait, parce que c'était de l'argent qui était réinvestissable uniquement dans le développement du hobby. Donc c'est de Ah l'argent oui, qui a est d'accord. Ouais, reparti. c'était plus des bons d'achat, des choses comme ça, quoi. Ouais, Ouais, voilà, bah, c'est reparti sur la Fédé du coup. ouais, bah bien. Et après, quand tu parles des 250 là sur le paiement d'une place, donc il y a l'hôtel de prise en charge, c'est ça? C'est ça, ouais, on a les nuits du vendredi soir au dimanche soir inclus, plus les repas. Ouais, donc ça Voilà. fait 3 nuits d'hôtel, vendredi, samedi, dimanche, plus tous les repas, donc le vendredi soir, les Ouais, deux c'est repas ça. enfin les trois repas avec le matin, enfin le petit-déj plus les deux repas. Non, Non? je crois qu'on n'avait pas le vendredi soir et le dimanche soir. Ça doit varier des années en fonction des hôtels. Bon, en tout cas, c'est sûr on a tout du samedi matin au dimanche midi minimum, je pense. Ok, Voire même dimanche soir, si on doit avoir le dimanche soir, je ouais. pense. Et pour aller là-bas en déplacement, alors pour certains, vous pouvez le faire en véhicule peut-être, en Oh, convoitura, enfin, trouvé? oui, Ouais. il y a eu bus, avion, train, voiture. Ok, ouais, Donc, oui, parce qu'en Irlande, forcément, tu vas pas y aller. Ça va être compliqué. Ou alors tu peux prendre le ferry peut-être. il y a eu bateau, je pense qu'il Ouais, y a eu bateau. ouais, très certainement. Même Pays de Galles, je pense que certains ont dû. Apparemment, certains ont mieux vécu le bateau que d'autres, à ce que Ah. j'en sache. Ah bah ça, il va falloir montrer un peu le making-of à un moment donné. Si on réussit à choper, on essaiera de sonder, on va voir. Il faudrait. Très bien. Ok, bah écoute, merci d'avoir fait un tour là-dessus. Ouais. Ouais, ensuite ça, les arbitres officiels de tournoi, est-ce que c'est quelque chose que tu veux parler Bon, on en a qu'est-ce déjà un petit peu un parlé, je petit peu pense. parlé, ouais. Est-ce que, ouais, ouais, c'est très bien. Comme Il y en a, disant, il y en a déjà. Attends, tac. Ouais, bah suffira d'aller sur la page en fait, ça explique très bien là-dessus. Ouais. pour l'instant, les orgas se débrouillent sur les tournois fun la plupart du temps. Les membres de la Fédé sont souvent dans la salle et même si on est en train de jouer, on peut tout Mm. à fait aider à arbitrer. Ça se fait. Et pour les tournois fédéraux, cette année, c'est moi qui fais tout l'arbitrage. Et voilà, à terme, on va essayer d'y développer un peu. Ouais. Ok. Est-ce que tu parlais justement tout à l'heure aussi de partenariat? Enfin, justement, qu'il n'y a pas de partenariat. Est-ce que c'est des choses que vous souhaitez développer à l'avenir et est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Bah oui, oui, ça c'est quelque chose, c'est un de notre gros projets de l'année 2023, ouais, c'est de développer des partenariats avec les boutiques. On en a déjà un petit peu de manière informelle, hein, voilà, il y a le Temple du Jeu dans l'Ouest qui nous fait des bonnes remises pour les lots des tournois. On a travaillé un petit peu avec Wargame Spirit pour développer un projet de t-shirt pour les équipes de France, pour la Fédé, et puis peut-être bientôt pour n'importe quel membre de la communauté. Mais voilà, on va dire que ça, c'est un chantier qui est encore devant nous. Il est important parce que c'est aussi quelque chose qui nous permettra de valoriser l'adhésion. Si en adhérant, il peut avoir des remises sur certaines boutiques en ligne ou hors ligne, bah c'est important pour nous. Mais clairement, voilà, on va dire que c'était pas le projet prioritaire tout de suite au lancement et que c'est un chantier qui est encore devant nous, quoi. Ah ouais, Donc, au passage, appel à projet, hein. Si des gens ont des contacts ou autres dans le milieu qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. et ben, le message sera diffusé. Très bien, on va parler d'un autre sujet maintenant, c'est plutôt les Ouais. questions de droit légal sur le jeu de Game Workshop. Mhm. Est-ce que le fait de traduire en français les règles ne créera pas de problème à l'avenir avec Game Workshop? Parce que vous pouvez peut-être avoir peut-être un partenariat justement où Game Workshop souhaite développer un peu plus son jeu en France. Est-ce que le fait qu'il n'y ait que les règles anglaises et de créer des règles françaises d'un autre côté bah, pour le public français, parce que certains ne comprennent pas forcément l'anglais, ne va peut-être pas créer un problème? Enfin, est-ce que vous en avez parlé entre vous justement au sein de la Fédé et qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est une réelle question, hein. Bon, on pense que ça posera pas de problème parce que certains d'entre nous à la Fédé, on va dire, connaissent un petit peu les coulisses de Game Workshop, connaissent déjà en Angleterre. On estime que Game Workshop est tout à fait conscient de l'existence de traduction de règles et que j'ai envie de dire, bah, c'est win-win, hein. C'est-à-dire que eux, c'est avantageux pour eux que ces règles-là existent. Alors on pourrait se dire, ouais, mais est-ce qu'ils vont pas vendre moins de livres anglais du coup? Oui, peut-être, mais d'un autre côté, ça attire des joueurs qui vont acheter des figurines.
nous, on va pas faire la démarche de leur demander les autorisations. On sait très bien que ce sera non. Oui. Donc voilà. Et de toute façon, on s'est protégé dans le sens où, en fait, les traductions de règles, officiellement, elles n'ont pas le logo de la FFTM. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais elles existaient avant la FFTM. Donc concrètement, même tous les membres qui sont derrière les traductions sont à la FFTM, on les laisse bien tranquilles sur le forum de la destinée du Neudin. Et officiellement, il y a pas de lien entre la fédération et la traduction de règles officielles. Et on pense pas que Game Workshop va spécialement venir nous chercher des noix sur la question parce qu'on pense que ça, c'est mutuellement avantageux que ces traductions existent en quelque Mhm. sorte. Ouais, je te rejoins là-dessus, je pense. C'est vrai que la question est légitime de se la poser, mais c'est vrai que le fait de traduire en français pour eux, ça fait déjà moins de choses. Alors effectivement, ils peuvent perdre sur les livres de règles, mais le fait de leur apporter une masse de personnes ou de clients potentiels derrière et de Ouais, prospects ouais, qui peuvent être intéressés par le jeu et d'acheter leurs figurines, au final, ils s'y retrouvent quoi. Donc ils vendent c'est peut-être ça. pas les bouquins de règles parce qu'elles sont pas en français, elles sont en anglais, mais derrière, s'ils vendent leurs figurines, ils sont très contents quoi. Donc C'est ça. effectivement, comme tu dis, ça peut être win-win de ce côté-là. C'est Euh, ça. Autre question, c'est quelle est la position justement de la FFTM, donc Fédération Française de la Terre du Milieu, sur les figurines proxy au niveau des tournois? Est-ce qu'il y aura une sorte de réglementation? Enfin, comment est-ce que vous en avez parlé entre vous? Oui, ouais, on en a parlé. C'est un sujet épineux et pour l'instant, je dirais très prudemment qu'il n'y a pas de position de la FFTM dès lors où même dans la FFTM, en fait, on n'est pas tous d'accord sur la question. Et par contre, on est d'accord sur le fait qu'à nouveau, hein, comme on l'a dit, la FFTM, ça doit plutôt être une structure d'accompagnement. Donc à nouveau, on est sur un de ces sujets où en fait on laisse la liberté. En général, les règles qui sont tacitement admises, c'est que la taille des figurines doit être respectée et la lisibilité des armées doit être respectée. Donc à partir de là, au niveau des proxys, on sait que l'impression 3D se développe énormément. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais tant que le jeu reste lisible, alors à nouveau, hein, je parle sous couvert, c'est un avis personnel, c'est pas forcément l'avis de la FFTM, mais a priori, la majorité des membres se rejoignent sur le fait que tant que le jeu est lisible, les joueurs se retrouvent autour de la table et qu'il n'y a pas de difficulté de lecture de l'armée, il n'y a pas de difficulté à bloquer les proxys. En tout cas, sur les tournois Coolos du championnat de France, le but c'est plutôt de ramener des nouveaux joueurs. Donc, si un joueur arrive à faire son entrée dans le jeu par le biais des proxys parce que ça coûte moins cher et qu'en plus toutes les figurines de Game Workshop ne sont pas trouvables à la vente, hein, ou alors sur eBay à des prix qui Ça, font pas c'est vraiment rigoler, Ouais, ça c'est un c'est le problème des anciennes figurines qui sont plus du tout mises à jour, ou alors il faut les avoir seulement en MTO, donc c'est un made to Ouais, order enfin c'est un credo très spécifique de Game Workshop qui met en avant certaines figurines qui ne sont plus là du tout parce elles se ouais, vendent pas quoi. Enfin donc du coup ouais, c'est ça. eux ils ont un marché derrière aussi à assurer, donc Ouais. Donc voilà, on va dire que la position, c'est plutôt de laisser faire les organisateurs de tournois. Sur les circuits, sur les tournois de la FFTM, on peut être un petit peu plus rigoureux, notamment sur la taille des figurines, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de refuser certains proxys dans le sens où, de toute façon, on est sur un circuit de qualification WTC et au WTC comme à l'Ardacon, en fait, les proxys sont totalement bannis. Donc, j'ai envie de dire, mhm. c'est un petit peu plus logique sur un circuit de qualification pour ces événements, entre guillemets, de déjà appliquer les règles en question. Après, on n'est pas non plus très pénible, hein. Là, typiquement, il y a le tournoi de Paris qui doit être de qualification WTC de Paris qui doit arriver dans une semaine. Il y a un joueur qui me demande de remplacer Balin par un roi nain ou un Oui, qui ont la même figurine, la même taille. Oui, évidemment, on dit bah oui, il n'y a pas de souci, quoi. oui. Voilà. Mhm. Et si je dois rebondir, par contre, notre volonté, ce serait plutôt de renforcer ce qu'on appelle le WYSIWYG. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, what you see is what you get, si je dis Ouais. pas de bêtises. Donc voilà, le fait que la figurine doit avoir reflète ce qu'elle a vraiment dans la liste d'armées. Donc voilà, on va plutôt essayer de bosser de ce côté-là et de développer des partenariats avec des imprimeurs 3D, hein. On en a des très bons dans la communauté qui sont vachement dévoués pour la collectivité, hein. Je pense à Lenway, le maître des forges, et puis à Le Mulot, qui sont toujours présents quand il y a besoin de dépanner des gens. Et on aimerait pousser un petit peu plus les gens à avoir des figurines qui sont WYSIWYG, hein, notamment au niveau des équipements, pour tout ce qui est les boucliers, les lances et compagnie. Et on va essayer de renforcer ça en bossant avec les imprimeurs 3D pour que tout le monde puisse se faire des armées WYSIWYG sans que ça coûte un bras, quoi.
C'est sûr, hein. C'est pas un hobby Non, qui est le moins cher non plus quand on c'est voit tout sûr, ce qui se cumule à côté. c'est sûr. Très bien, eh ben, écoute, merci sur ce point. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi des projets futurs de la FFTM et Mhm. est-ce que à l'avenir il y aura une sorte, bah, je sais pas, d'application pour que les joueurs se retrouvent. Enfin, après tu me diras, il y a déjà les Discord tout ça, mais je pensais plus à une application type My Hobby App qu'a créé French for Game Studio Ouais. et dans laquelle justement il y a un onglet avec MESBG. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé, ce réseau-là? Mais après je sais qu'il y a aussi les Discord. Enfin voilà. Qu'est-ce que est-ce qu'il y aura une création d'appli ou alors une association, un partenariat avec le genre d'appli pour que les joueurs puissent se trouver plus facilement? On en avait déjà un peu parlé avant, mais là c'était via les Discord qu'on avait parlé avant. Là c'est pour les applications. Et nous parler aussi des projets futurs de la FFTM. Ouais. Bah, pour les applications, en clair, on est vraiment sur une phase d'observation, je dirais, parce qu'effectivement, en fait, des plus gros poissons que nous se sont mis récemment sur le créneau. Mhm. C'est quelque chose qui est en train de fleurir. Alors, il y a MyHobby App et il y en a d'autres. Voilà, très clairement, je dirais notre politique, c'est qu'on n'a pas envie. Le risque, c'est que d'un côté, on aurait à avoir des outils qui soient adaptés pour notre jeu, donc aller vers du très personnalisé. Mais de l'autre côté, on ne peut pas se permettre de s'isoler au niveau de notre jeu, parce qu'on se rend compte que beaucoup de nos nouveaux joueurs sont en fait des joueurs qu'on débauche depuis d'autres jeux, en fait. Des joueurs qui ont fait beaucoup de 40 000, beaucoup d'AOS, et puis qui découvrent Seigneur des Anneaux, et qui voient du coup l'évidence, à savoir que le Seigneur des Anneaux est de toute façon le meilleur des wargames, quoi. Et se dire, ouais, pourquoi j'ai joué à 40 000 toutes ces années. Donc voilà, et blague à part, en fait, voilà, donc, on n'a pas envie de développer une Ah, appli désolé, monde. ça coupe là. Vas-y, reprends. Ça va mieux là, ouais. Vas-y, ouais. Ouais, donc je disais, on n'a pas envie de se couper, on n'a pas envie de se couper du monde, et de faire notre propre appli. Donc on regarde un petit peu ce qui se fait. Mais effectivement, on a testé, enfin je dis Quentin et Gorbag ont testé Myobia pour les French Wargame Day, donc on va avoir des retours là-dessus. On essaye, et puis je dirais, dès qu'on aura vu la meilleure solution, effectivement, on partira là-dessus pour aider aussi les joueurs à se rencontrer, aider notre jeu à se faire connaître. Les projets qu'on développe, par exemple, quand on travaille avec Davax, on essaye aussi de réfléchir pour que ce soit compatible. Donc Davax, il développe des fonctionnalités sur son site de modélisation d'armée pour que derrière ce soit compatible avec My Hobby App. Donc voilà. Et sinon, ouais, toujours dans la recherche de joueurs, j'ai mentionné le fait que voilà, il y avait le Discord, le Facebook, il y a My Hobby App, et on essaye aussi d'avoir des relais régionaux, c'est-à-dire que dans chaque région, on essaye un peu des joueurs qui vont aussi être un peu les porteurs de la communauté et vers qui on peut réorienter les gens quand ils cherchent à se remettre au jeu, hein. Donc, hein, typiquement, des gens qui sont pas forcément directement encartés à la FFTM, mais qui sont bien connus dans leur région, hein. Je pense à Julien Léger dans le sud, par exemple, dans le sud-ouest, et il y en a d'autres. Donc voilà, un petit peu pour toute la partie comment les joueurs vont se rencontrer et se retrouver. Donc je pense que mine de rien, quand on a fait le tour, on a quand même un bel arsenal aujourd'hui pour permettre un peu aux gens de se rencontrer. Hmm. Ah ouais, non, il y a beaucoup de moyens, que ce soit par les pages Facebook, hein, on peut se joindre par là. Il y a même dans les commentaires, des fois, certains se répondent et se retrouvent après sur Discord pour justement créer des événements. Et ouais, même bah, la dernière appli qui est sortie là, par Fresh War Game Studio il n'y a pas longtemps. Non, non, il y a vraiment de plus en plus de moyens et de facilités justement à créer. Et puis, on n'oublie pas non plus, bien sûr, les associations qui est Mm. peut-être même la chose vitale qui permet justement de mettre en lien directement les joueurs dans le tissu local, en fait, tout simplement. C'est très variable ça en fonction des régions. C'est vrai qu'il y a des régions, il y a des associations qui sont un peu vivaces. Et il y a d'autres régions où ça se fait beaucoup plus par les groupes Facebook aussi, hein. Je sais que typiquement, nous, sur toute la région sud-est, Lyon-Grenoble, il y a point d'associations, mais par contre, on a plein de petits groupes de discussion par ville, pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, on va dire, où les gens se donnent des rendez-vous et compagnie. Donc, ouais, je dirais c'est très lié au contexte local, ça. Ouais, je pense que ça dépend aussi ouais, du type de jeu et du tempérament de chaque personne aussi. C'est C'est vrai ça. que moi, tu vois, j'ai jamais été dans le Warhammer, enfin, j'ai jamais joué à ça, mais tout ce qui était Seigneur des Anneaux, bah, dès que j'ai vu que ça pouvait reprendre en 2018 avec la V6,
je me suis dit, ah, c'est cool, j'ai envie de trouver du monde. C'est pour ça que j'ai créé un petit tournoi dans le coin de Brest tranquillement. Et puis c'est là où j'ai trouvé Amandine qui s'était perdu pas très loin. Et ouais, tu vois, c'est comme ça. Chacun a sa façon aussi de rencontrer les joueurs, quoi, comme on le Ouais, dit. carrément. Carrément. Et sinon, tu me demandais les projets futurs, hein. Ouais, si tu as, enfin si la FFTM justement et l'ensemble des membres ont différents projets pour bah ouais, les projets futurs en fait que vous souhaitez mettre en place justement dans Bah ce... écoute, on en a évoqué quelques-uns, donc je vais pas les reprendre, hein. L'arbitrage, c'est un de gros morceaux. Mhm, Maintenir les traductions. Donc je dirais, là, on est sorti, il y a eu deux phases, je dirais. Il y a eu la phase de création de l'association entre septembre et décembre. mhm, Et il y a eu la phase de lancement, c'est-à-dire mettre tous les projets qu'on avait sur les rails, lancer les locomotives et vérifier que rien déraille. Et je dirais, on est dans cette phase depuis janvier. Donc on a le championnat de France, on a on a nos tournois de qualif, on a nos traductions. Pour l'instant, les locomotives tournent bien, je dirais. Donc là, je dirais pour les 6 prochains mois, le but c'est voilà, c'est de faire une année complète, je dirais, tout va bien. Donc c'est pour l'instant c'est chercher un peu la stabilité. On va renouveler le CA dans 1 mois et demi, donc c'est aussi passer cette étape importante que sera la première assemblée générale. Et je dirais, une fois qu'on aura ce premier bagage, bah, on aura stabilisé le truc, on pourra dire que la FFTM, elle est existante et fonctionnelle. On va aussi pas mal chercher à déléguer, parce que pour l'instant, bah, on porte quand même beaucoup le projet avec on va dire les 9-10 membres créateurs, quoi. Donc l'idée là, c'est que mine de rien, bon, on fait le constat aussi on a tous des vies à côté de ça, et puis que voilà, c'est tous très prenant. Donc faut aussi Mais on a déjà bien commencé, parce qu'on est très aidé par les gens du Discord, mais bien délégué là pendant les mois, c'est-à-dire prendre des grosses missions qui pour l'instant reposaient sur les épaules d'une seule personne, et trouver des gens qui nous aident pour que ce soit un petit peu moins pesant aussi individuellement. Et une fois que ce gros morceau-là il aura fait, bah là ouais effectivement on repartira sur d'autres projets. Donc on continuera à faire ce qu'on fait déjà. On essaiera peut-être de créer plus d'événements. Je sais que Dark Michael a très envie de créer un événement international en France, un petit peu une sorte de d'Ardacon WTC, pas forcément avec ces appellations-là, mais en gros qui a un petit peu français. mhm. Parce on est plutôt très bien placé en Europe, hein, on est à un carrefour, donc on dit que ce serait facile de faire venir les joueurs chez nous. Si les gens ont la motivation d'aller au Pays de Galles ou en Irlande, bah pourquoi pas en France. Euh, PA, même s'il a quitté la Fédé, bosse encore beaucoup avec nous, et lui il est sur l'organisation Open aussi, donc voilà, un peu tout ça qui vit. Et ensuite, sur toute la partie promotion du jeu, ouais, on a plein d'idées de projets, il y a plein de petites choses à faire, varier les expériences de jeu. Là, pas plus tard que ce week-end, on a été sollicité par quelqu'un pour se pencher sur la deuxième version du jeu qui s'appelle Battle Companies, que moi je connais pas du tout, mais il y a des joueurs qui nous ont dit bah c'est pas très équilibré, Game Workshop a pas trop peaufiné l'équilibrage, donc est-ce que la FFTM peut faire quelque chose? Donc voilà, on s'est mis sur le créneau. Et ensuite, je dirais le projet, Ah, à part. désolé, ça a coupé. Tu peux redire là juste? Ouais, Ouais. bien sûr. T'as eu toute la partie sur Battle Companies, ouais, sur le Oui, fait oui, qu'on est. ça. Alors ça a fait des micro-coupures, mais on comprenait le sens de tes phrases, donc je t'ai pas embêté. Mais juste la fin là, ouais. Après la Battle Companies. Ouais. Bah, je dirais donc du coup, à part le maintien de tout ce qu'on fait déjà, l'autre gros projet aussi sera un petit peu entre guillemets rester sur la promotion du jeu et puis une sorte de, moi j'appelle ça un plan de reconquête des territoires. Oui. C'est-à-dire aller chercher un petit peu les endroits où le jeu semble un peu mort, hein. Donc voilà, on a deux, trois villes dans le viseur comme ça. Bordeaux, on sait qu'il y a une petite communauté, mais qu'il n'y a pas forcément de tournois qui se font. Donc on est en contact avec deux membres là-bas. Toute la partie Strasbourg-Lorraine, c'est aussi un peu tristounet, alors qu'on sait qu'il y a des joueurs. Donc voilà, il y aura aussi, on va dire, essayer de reconnecter un petit peu toutes les cellules des joueurs français entre eux, quoi. Mhm. Et puis comme tu en parlais aussi tout à l'heure, c'était une recherche aussi de futurs partenaires pour aussi essayer, Oui, pourquoi pas, d'aider bah, au financement, parce que comme ouais, tu tout dis, à fait. au niveau des tarifs, bah, pour aller à certains tournois, quand tu veux le Mm. faire au niveau d'avoir une équipe de France qui te représente justement à l'international, bah, ça peut vite grimper, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, au niveau des tarifs. Donc
tout à fait, tout à que ça soit de pouvoir payer, même si c'est voilà, substantiel, mais que ça puisse apporter quelque chose au joueur et que ça lui décharge justement un poids financier qui peut être assez lourd. Ouais, tout à fait. Bon, je dirais que de toute façon, voilà, l'objectif à 1 an, il est d'avoir une structure qui soit solide, c'est-à-dire une FFTM qui a une trésorerie qui lui permette de répondre à tous les types de projets qu'elle pourra avoir, un territoire français qui soit bien couvert en termes de tournois avec des organisateurs. Ça, je l'ai pas beaucoup dit aussi, mais sur le groupe Discord, on a aussi mis tous les organisateurs en contact. Et voilà, avoir une structure qui est stable, qui couvre son territoire, qui est capable d'envoyer des équipes de France facilement sur les événements internationaux, qui est capable de couvrir en termes de communication tout ce qui se fait de bien dans notre jeu. Et puis voilà, avoir un petit côté englobant et que quel que soit le type de personne à qui on a affaire, entre les peintres, les joueurs fun, les joueurs compétitifs, bah, tout le monde sait que la FFTM est présente et puis que c'est une ressource pour quiconque en aura besoin, quoi. Eh ben écoute, c'est très bien dit pour une conclusion. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites rajouter sur la présentation? Alors moi je vais juste mettre le lien en description pour retrouver le site. Ouais. Mais voilà, si tu veux rajouter un dernier mot de conclusion ou que tu as envie. Et ben, simplement que voilà, on vit grâce aux adhésions. Donc déjà, un grand merci à toutes les personnes qui ont adhéré. Et oubliez pas que voilà, que le mot d'ordre là, je pense pour les prochains mois, contrairement au mois précédent où le but c'était un petit peu de se donner une légitimité, le mot d'ordre pour les prochains mois là, c'est vraiment en fait, tout adhérent est une force vive. Donc n'hésitez pas à adhérer. Et puis si vous avez envie de vous investir et de soutenir. Voilà, la FFTM, à partir de maintenant, sera vraiment toute la somme de ses adhérents qui voudront bien la faire vivre et porter des projets seuls ou à plusieurs. C'est ça. On rappelle donc pour s'inscrire, c'est 12 euros que tu disais? 12 euros pour cette année, mais ce sera, ouais, c'est ça, c'est 12 euros pour l'année 2023 3. et ce sera revu pour l'année 2024 par le conseil d'administration. Ok, et donc ça permet justement d'intégrer la fédération et d'avoir des avantages, comme on disait au niveau des tournois ou autres, là-dessus, si vous Tout à souhaitez, fait. et si vous êtes intéressé à intégrer justement cette fédération française de la Terre du Milieu. Eh ben Tout à fait. écoute, merci à toi Chaka d'avoir pris le temps et la peine justement de présenter, parce que c'est un gros projet que vous portez tous ensemble Ouais. avec l'ensemble des membres. Bah, merci. J'espère que ça Merci de m'avoir permet, invité. j'espère que ça permet justement d'avoir une meilleure visibilité là-dessus. Je mettrai le lien en description, comme je disais, du site, aussi des Discord et des différents chaînes YouTube qu'on a parlé aussi au tout début de la vidéo. Dark Michael, Amandil, Gorbag. Aussi le lien du site de Davax que tu as parlé, Ouais, qui est très intéressant, qui permet ouais, c'est effectivement, c'est important ça. un modéliseur d'armée qui permet justement de simplifier, où il y a déjà toutes les contraintes de certaines unités que tu Ouais. peux mettre ensemble ou pas, où tu es limité. Donc ça, Et c'est bien fait. si je peux ajouter un petit mot en plus, il est en train de développer tout un tas de fonctionnalités aussi. Bientôt, je pense que la majorité de la gestion de tournois se fera sur son site, c'est-à-dire qu'en fait, les listes se relisent automatiquement, elles sont rendues publiques automatiquement. Donc voilà, même pour tous les organisateurs de tournois qui regarderaient la vidéo, à terme, la FFTM va vraiment pousser pour qu'on se serve de plus en plus de son site, qui est vraiment un super outil. Et on peut le remercier encore une fois ici. On ne le fait pas assez. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que son modélisateur, enfin le site qu'il a créé est vraiment très bien et permet vraiment de simplifier la création de listes et surtout de pas oublier bah voilà, des règles que bah, à l'esprit humain, tu penses à des choses et tu oublies une petite règle à un moment donné et bah, en fait ta liste, ta composition d'armée n'est pas du tout valide parce que elle est pas légale quoi. C'est Mais ça. ouais. Non, non, mais je mettrai tout ça en lien et puis bah ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Et puis bah écoute, merci à toi et puis on espère se retrouver lors d'une partie prochainement ou d'un tournoi. Ouais, ouais, bah, pas de souci. Bah, de toute façon, on se verra au plus tard à Goven, j'imagine. Oui, Goven, et puis bah, je vais essayer de voir pour venir à Anse quand même avant. Je sais que je suis pas inscrit, mais pour l'instant, il faut que je réfléchisse à comment y aller parce que pour Ouais, l'instant, c'est pas le plus c'est simple. loin. Ouais, c'est loin, il faut que je vois avec les autres à côté là-dessus. Ça En, marche. en tout cas, merci à toi, et puis bah, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous a plu, puis on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur Terre du Milieu. Ciao, ciao! Au revoir.